La France, les musulmans, aux origines d'une histoire commune, singulière. On remonte le temps, on dévoile le passé, sur les traces de Charles Martel au royaume des Francs, de Paris à Constantinople, sur les sentiers de François Ier et Sulayman le Magnifique, sur la voie de Napoléon, au pied des pyramides, dans le désert du Sinaï, comme dans les tranchées de Verdun, l'ultime sacrifice et les légions d'honneur. Hier, comme aujourd'hui, dans le récit de la grande France, dans les mines, les usines et les tribunes de France, il y a toujours une part musulmane. Ces récits glorieux, tout comme ces blessures du passé, méritent d'être explorés. Ils méritent d'être exposés. Bonjour à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici dans ce théâtre Luxembourg, qui est l'un des hauts lieux de notre ville dédié à la création, au spectacle, à l'émotion, au débat, pour une soirée qui est très exceptionnelle et pour tout vous dire qu'un certain nombre d'entre nous attendions avec impatience. Elle a été précédée d'un moment assez exceptionnel puisque nous avons fait la découverte de cette exposition que nous devons à Jamel El Amric. Je veux vraiment saluer, remercier, à qui je souhaite d'autant plus la bienvenue que je suis très impressionné par le travail intellectuel qu'il a réalisé à travers cette exposition. Jamel El Amric est historien. Et il a réalisé, vous l'avez sans doute vu, une exposition tout à fait exceptionnelle qui témoigne de ce qu'a été l'histoire des musulmans dans l'histoire de France. Et de mon point de vue, c'est d'autant plus essentiel que, je le disais tout à l'heure lorsque nous l'avons évoqué avec Karim Hadj, le président de Cosmopolite, c'est qu'en fait, nous sommes ici dans une ville où nous avons considéré qu'il n'y avait pas de fatalité à l'extrémisme, ni encore moins à l'instrumentalisation de la religion à des fins de violence, de tension, de radicalisation. Et c'est une formule que j'utilise depuis quelque temps parce que je pense qu'elle résume assez bien ce qui est le danger qui nous attend tous en fait, qui est celui de voir s'opposer deux mouvements radicaux, l'un qui stigmatise et l'autre qui victimise. Et en réalité, dans les deux cas de figure, on voit bien le danger, parce que ceux qui stigmatisent, en fait, leur objectif est de désigner des boucs émissaires, qui sont à la source supposée de la tension, de la violence et de l'atteinte à l'identité de notre pays. Et puis ceux qui victimisent, eh bien, ils ont le discours inverse. Ils s'adressent à l'égard d'une communauté pour leur dire vous êtes des victimes, vous devez donc vous radicaliser, vous devez donc revendiquer une identité qui viendrait, le cas échéant, dépasser les valeurs de la République française. Et ces deux périls, en fait, sont les mêmes. Ils sont à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Et nous, notre mission, c'est de défendre le camp de la raison. C'est-à-dire de ce qui fait que dans une société organisée, les hommes et les femmes ont la volonté de vivre ensemble, en s'écoutant, en se parlant et en se respectant, sans avoir peur les uns des autres. Voilà. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions, il faut lutter contre l'ignorance. Car le pire des fléaux, c'est l'ignorance. Et je sais, comme vous, que vient s'ajouter à cela aujourd'hui des véhicules d'ignorance qui sont d'une extrême violence, qui s'appellent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont les meilleurs alliés des démagogues et des dictateurs. Voilà. Et je vais vous dire une chose, pendant très longtemps, j'ai pensé que le nazisme n'aurait pas pu exister de nos jours parce qu'on est tellement bien informé qu'on voit arriver à l'avance le danger. Ben maintenant, je pense l'inverse.
Je pense que les réseaux sociaux auraient été des alliés très puissants pour les nazis, comme ils l'auraient été pour les trotskistes, pour les fascistes, pour les intolérants qui veulent radicaliser le discours. Parce que c'est le haut lieu de la désinformation, de la violence dans les propos et dans l'incitation à commettre l'irréparable. Donc, dans ce contexte-là, il y a deux options. Il y a une première option qui consiste à dire bah, c'est foutu, on n'arrivera pas à enrayer le danger, donc tant pis, on va attendre de se faire dévorer, et puis tant pis, ce sera trop tard, et puis peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants s'en sortiront et vivront autre chose. Et puis il y a la deuxième option, qui est celle que je préconise, et que je pense que la ville de Meaux est en train d'incarner remarquablement, qui consiste à dire on n'a pas le droit, quand on est dans le pays de Jean Moulin, du général de Gaulle, et d'un certain nombre de personnalités qui n'ont jamais accepté l'inacceptable, eh bien, de rassembler le camp de la raison et de se dire que qui que l'on soit, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa confession, sa couleur de peau, dès lors que l'on est français et que l'on est pleinement attaché aux valeurs de la France, qui sont des valeurs de liberté, de tolérance, d'écoute, eh bien, on doit le faire ensemble. Et c'est tout l'objet de la démarche. Voilà. Et c'est pour ça que je suis très heureux que cette exposition soit présentée au public, très heureux que vous soyez ici au Théâtre Luxembourg pour en débattre dans une table ronde qui va vous permettre effectivement de pouvoir à la fois poser des questions, puisque avec les QR codes on peut poser des questions, mais aussi d'écouter le témoignage de nos invités que je veux remercier, et bien entendu c'est vous qui allez prendre le relais. Moi, je vais être sagement au premier rang, puis je vais devoir vous abandonner parce que j'ai une autre obligation après. Je voudrais remercier en tout premier lieu Karim Hadj, qui est président du Cosmopolite, qui à ce titre, et également en tant que secrétaire général de la mosquée de Beauval, fait un travail tout à fait remarquable. Il ne le fait pas seul. La vérité, c'est que vous êtes toute une équipe, que vous travaillez aussi la main dans la main entre les deux mosquées, qu'il y a, je le sais, un vrai lien d'amitié entre vous, et que quand je vous ai proposé qu'on ouvre des vraies discussions qui ne soient pas des discussions triviales, qui soient des discussions intellectuelles, pour essayer de réfléchir à quelle est la place de la religion dans la cité, quel est aussi le rôle d'un citoyen français mêle-doigt de confession musulmane au service de la cité et au service de son pays, la France. Eh bien, il y a quelque part, derrière tout ça, cette approche dans les deux sens qui est extrêmement importante. Et on est engagé dans ce travail ensemble. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous allons ici même, le 17 décembre, organiser un événement inédit et qui sera très important, puisque nous allons organiser une après-midi dédiée à la place des religions dans la laïcité pour lutter contre l'ignorance. Ce sera le fil conducteur, cette lutte contre l'ignorance, et que nous accueillerons des personnalités nationales de chacun des cultes, le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui m'a donné son accord, le grand rabbin de France, également une personnalité qui représentera l'archevêque de Paris, et puis naturellement qui représenteront le culte protestant, donc les 4 cultes monothéistes qui seront présents pour cette table ronde. Et puis il y aura une table ronde aussi avec les représentants des cultes locaux, pour que l'on montre comment on fait vivre la laïcité au quotidien et les religions dans la laïcité, ici à Meaux, qui n'est pas une ville comme les autres, et qui n'a pas peur, au contraire, de mettre tous ces sujets sur la table avec l'ouverture d'esprit qui s'impose. Donc merci Karim pour le travail que vous faites, et on peut saluer l'engagement tous les autres de toutes celles et ceux qui sont à vos côtés. Et puis donc je voudrais accueillir Bariza Kari, qui est présidente de l'Institut des cultures de l'Islam. Je suis très heureux d'accueillir, qui est très heureuse de me voir. Hein, elle m'a dit tout à l'heure, franchement, vous êtes beaucoup mieux qu'à la télé. Et alors vous avez un parcours qui est très remarquable. Vous avez été sénatrice pendant de nombreuses années, vous avez siégé au groupe socialiste, vous avez été vice-présidente du Sénat. Et c'est vrai que l'engagement qui est le vôtre pour le dialogue culturel, pour la diversité, pour la lutte contre l'ignorance, est quelque chose qui nous rapproche. Bon, vous avez été socialiste, après vous êtes devenu macroniste. Bon, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est pas très grave en fait, et je suis très heureux que vous soyez des nôtres. Et puis je voudrais saluer Nadia Bey, qui est
journaliste à Radio Orient, qui est très connue également pour mille raisons, parce qu'elle contribue largement au débat et à la connaissance, et puis elle a un très beau prénom qui est celui de Manadia Amoua, donc pour toutes ces raisons, je suis également très heureux de vous accueillir et de vous retrouver ici. Vous êtes journaliste qui avait travaillé à Radio Orient, à Beurre FM, à la chaîne 3 d'Algérie, aussi la télévision algérienne, et puis vous êtes présidente de l'association Les Sans Voix, et vous militez beaucoup pour les droits des femmes, et ça c'est un point qui nous rassemble également, parce que comme vous le savez, je suis moi-même extrêmement engagé depuis le début de ma vie politique pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça m'oblige à me lever et de venir à vos côtés, monsieur le ministre, monsieur le député. Personne ne vous a présenté. Mesdames et messieurs, bonsoir, et merci d'avoir accepté l'invitation de monsieur le maire. On est dans un haut lieu ici, magnifique, il faut le dire, belle sono, et puis aussi un public qui est, malgré l'heure, est là présent. Alors, est-ce qu'on a besoin de le présenter? C'est un homme politique qu'on ne présente plus, il est sur tous les plateaux, il a été, je ne sais pas combien de fois ministre, sous Raffarin, sous de Villepin, député, et puis bon, bien sûr, un fidèle des LR, il faut le reconnaître. Voilà, hein. des LR gentils, pas des LR. Alors les gentils, on vous connaît aussi très proche de Retailleau. On est parti sur une interview, c'était pas le truc. Sur Retailleau, on peut dire que vous êtes très proche de Retailleau. Parce Alors, il y a quand même un parfum de municipal et aussi d'élections présidentielles. Hein. Vous savez, 2027, c'est demain. Bon, je vais vous titiller, vous savez comment je suis. J'ai eu le plaisir de l'interviewer à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et ça va intéresser les femmes, sur la loi Copé-Zimmermann. Voilà un homme qui est rentré déjà dans l'histoire. Et cette loi pose la problématique de la représentativité des femmes au sein des CA, les conseils d'administration, qui sont, il faut le dire, des clubs d'hommes. Hein, il n'y avait pas de femmes. Et aujourd'hui, les 40%, et bien cette loi, elle a permis de faire bouger les lignes et on a dépassé les 40%. Merci de l'applaudir. On est les premiers du monde. Et nous sommes les premiers du monde. Absolument, l'année prochaine, on fera effectivement le bilan de tout ce parcours. Pour une fois qu'on est premier au monde quelque part, voilà, ça c'est vrai. Voilà, alors, est-ce que j'ai tout dit? Non, oui. Mais alors justement, aujourd'hui, vous accueillez, il faut dire pour la première fois, quelle belle expo, merci à notre brillantissime chercheur que je connais depuis longtemps, hein, Jamal Al-Habri, qui travaille d'arrache-pied, qui est docteur en islamologie, il a un doctorat à l'université de Strasbourg, il écrit. C'est un fineur, c'est quelqu'un qui veut absolument, c'est un parfait républicain et un musulman parfaitement intégré. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Ah oui. Alors là, je vais faire du coup, je vais vraiment vous le laisser définitivement, parce que je voulais juste terminer par lui, et je voulais vraiment vous remercier. Mais vraiment, et là cette fois c'est pas le maire qui vous parle, c'est le citoyen, parce que d'abord je suis à titre personnel passionné d'histoire, très militant pour que en France on connaisse mieux l'histoire, d'abord parce que les Français sont passionnés d'histoire, ils n'aiment pas l'économie, ça on a compris, ils n'aiment pas la géographie, mais ils adorent l'histoire et la politique, et donc c'est important de faire vivre tout cela. Vous savez qu'ici il y a le musée de la Grande Guerre, avec les uniformes des troupes coloniales qui ont participé au combat pour la libération de la France, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais je voudrais vraiment surtout vous remercier pour l'intelligence du concept, car vous avez fait un exposé dans la manière de concevoir, muséologiquement parlant, cette exposition qui est absolument exceptionnelle et qui mérite vraiment d'être connue dans toute la France. Voilà, j'en ai fini. Et le moment est exceptionnel, ne partez pas tout de suite, j'ai pas terminé, je sais que vous avez des engagements. Alors, le moment est exceptionnel, il faut le dire, monsieur Copé. Il est exceptionnel parce que cette ville, vous la connaissez, vous l'avez adoptée, à chaque fois que vous êtes réélu haut la main depuis 20 ans. Hein, plus que ça. Plus que ça, 25 ans, 30 ans, 30 ans. Voilà, 30 ans et peut-être on a fêté nos 30 ans. Hein. Bon. Inch'Allah. Inch'Allah. On aura un scoop ce soir? Non? Ah bah non, le scoop, c'est toujours des élections. Ça, ah d'accord, ok. Moi, mon patron dans la vie, c'est Jacques Chirac. Hein. Ça, on le sait. Jacques Chirac, à qui je dois tout. Une grande école. Il m'a appris il n'y a aucune élection qui vaille que la vraie élection. On oublie les sondages, on oublie tout ça. Donc il n'y a que l'élection. Très bien, il y a que l'élection qui compte, effectivement. Alors, justement, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette ville, vous avez ouvert vos portes, justement, cette expo inédite, il faut le dire, vous avez dit, elle est formidable. Pendant 30 ans, il ne s'est rien passé sur l'islam. Pourquoi aujourd'hui avoir ouvert les portes, justement, à cette expo? Qu'est-ce qu'elle dit exactement de vous? Et qu'est-ce qu'elle dit aux musulmans et au reste des non-musulmans, surtout? Alors, pour être tout à fait complet et répondre à cette question de manière très directe, c'est pas du tout arrivé en une journée.
ce sont des mois et des mois de travail que nous avons imaginé ensemble, dont l'exposition que le public peut découvrir aujourd'hui est une étape parmi d'autres de ce que nous avons envie de faire demain, et ce n'est pas la première. Mon combat, en tant que responsable politique, c'est de faire vivre la laïcité au sens moderne du terme, c'est-à-dire que la laïcité, c'est pas du tout, et ça je crois que chacun ici doit l'entendre, ça n'est pas du tout l'interdiction de religion, c'est la liberté pour chacun d'exercer son culte, s'il le souhaite, dès lors qu'il respecte le culte des autres et qu'il respecte les lois de la République. Et ça, c'est un point essentiel qui me fait dire qu'on ne peut pas laisser le discours de victimisation parce que la France, et ça je veux que tout le monde l'entende, est l'un des pays au monde, si ce n'est le pays au monde, qui protège le plus les religieux. Et ça, je veux que vous l'entendiez, car ici, on a le droit d'être protégé. Il y a des attentats, il y a des crimes, il y a des délits qui sont commis, islamophobes, antisémites, racistes, xénophobes. Mais tout se donne lieu à des poursuites judiciaires sur l'instruction de tous les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche comme de droite. C'est pour ça que vous me voyez aussi indigné quand je vois que tel ou tel parti extrémiste ne veut pas condamner des actes antisémites, islamophobes ou autres. Parce que ça, c'est justement la négation de la République. Donc ici, notre combat, il est justement de veiller à ce que les libertés soient assumées dès lors qu'on respecte les lois de la République. Alors vous êtes un homme des plateaux, on vous voit sur toutes les télés, justement pour éclairer le public, et là nous avons le public de votre ville, où vous suivez avec beaucoup d'attention ce qui se dit ici et là. Il ne se passe pas un jour où il n'y a pas une histoire de foulard, où il n'y a pas une histoire de couteau de cuisine, et en fait les musulmans en ont marre d'entendre ça, ils ont l'impression qu'ils sont les boucs émissaires. Alors on a entendu ici et là, et je vais citer des noms, excusez-moi, Bardella, que vous avez tous suivi pendant 1h30 il y a quelques jours, sur les 2 chaînes d'ailleurs, dire que la France est menacée de disparition. On a également entendu Éric Zemmour, que vous connaissez, on ne sait pas si l'union de la droite va aller jusqu'à le parti de Zemmour ou de Madame Knafour, vous allez me le dire, qui a écrit justement son dernier ouvrage intitulé « La messe n'est pas dite ». Il dit que, en fait, l'islam n'a jamais existé. C'est ce que nous avons appris à travers l'exposition de Jamal Hamri, qu'il y a des traces de musulmans. Plus que ça, ça a impacté la société française depuis des siècles. Vous avez fait partie de la période médiévale jusqu'à la période contemporaine. Alors, est-ce que la France est menacée de disparition, Monsieur Copé? Ce sera ma dernière réponse, parce qu'après, on laisse la parole à nos amis. Donc, la France n'est pas du tout menacée de disparition, à une condition, c'est qu'elle respecte son histoire, ses valeurs. Et dans ces valeurs, il y a évidemment la tolérance, mais aussi l'ordre, la fermeté, face à tous ceux qui portent atteinte aux valeurs de la République. Donc vous avez bien fait de citer les actes islamophobes, mais il faut citer aussi les actes antisémites, les actes racistes, ceux qui portent atteinte au culte catholique. Ce qui s'est passé hier soir à la Philharmonie est une honte. Et je regrette qu'il y ait des responsables politiques de LFI qui refusaient de les condamner. Moi, je considère que dans cette affaire-là, nous devons être totalement unis face à toutes ces formes d'intolérance, car c'est ça qui donne de la crédibilité à notre discours. Et je pense que nous sommes parfaitement capables dans notre pays, et je peux en porter témoignage, d'assurer le respect de tous les cultes. Il y a des combats que je ne mènerai jamais, que je n'accepterai pas qu'on mène. Par exemple, le fait de porter le voile dans l'espace public, quand j'entends certains partis politiques d'extrême droite dire on va interdire le voile dans l'espace public, ben non en fait, qu'on l'interdise à l'école, bien sûr, si l'école est laïque, qu'on l'interdise dans des lieux administratifs, très bien, mais qu'on arrête de dire des choses qui ne sont pas sérieuses en fait, qui ne sont pas le vrai combat. Qu'en revanche, on soit intransigeant face à des propos, des actes ou des comportements racistes, xénophobes, islamophobes, antisémites, ça, là, pour le coup, il faut être intraitable. Et moi, je l'ai toujours été et je le serai. C'est la différence que je fais avec ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Ben oui, heureusement qu'il y a des repas de substitution dans les cantines et qu'on n'oblige pas les élèves de confession musulmane ou juive à manger des choses que leur religion leur interdit de manger, et que s'ils n'ont rien d'autre, alors parfois c'est le seul repas équilibré de la journée, c'est n'importe quoi, et le maire, je vous dis,
que je suis, pardon, vous dit qu'il assume pleinement cela. C'est ça qui doit faire la différence. C'est ça la grandeur de la France. Et c'est en cela que je dis que je ne tolérerai, que je n'ai jamais toléré la politisation et l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Je l'ai dit aussi bien dans la synagogue, dans les mosquées, que dans la cathédrale. De la même manière, et je l'ai dit à chaque fois que j'ai eu à prendre la parole, chacun l'a bien compris, et c'est pour ça que Meaux, c'est Meaux pour tous. Voilà. Et c'est pour ça que Meaux n'est pas une ville comme les autres, ma chère Nadia, et que nous sommes très Merci de lui faire un honneur d'applaudissement pour ce franc-parler. Merci, monsieur le maire, nous sommes chez vous, et vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Alors, la présentation d'une grande dame qui est donc sur ce plateau, mais je vais peut-être laisser la parole au président d'Oxmopolite, Hadj Karim. Hadj Karim, d'abord un grand bravo pour cette exposition, puis après on présentera bien sûr Jamel et Madame Chiari. À vous la parole, Hadj Karim. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ce soir au nom de l'association Cosmopolite pour cette table ronde consacrée à un sujet qui me tient profondément à cœur, les musulmans dans l'histoire de France. Alors ce projet est né d'une conviction simple, c'est que l'histoire n'appartient à personne et elle se partage. Et lorsqu'elle se partage, elle relie des ponts en fait entre les générations, les cultures et les mémoires. Et à travers cette exposition, à travers cette rencontre ce soir, nous voulons rendre hommage et rendre visible toutes ces femmes et ces hommes qui, depuis de nombreux siècles, ont participé à la construction de l'histoire de France. Dans ses combats, dans ses valeurs, dans son humanité, dans ses savoirs. Car mieux connaître cette histoire, c'est aussi mieux comprendre la nôtre. Et c'est précisément l'esprit de notre association Cosmopolite. En fait, l'association œuvre pour la cohésion sociale, avec une ambition, c'est de créer du lien intergénérationnel, interculturel, et en valorisant à la fois les racines, les origines des Médois, donc des habitants de Meaux, avec leur ancrage local. Donc à travers ce type d'événements, à travers des expositions, des séminaires, des conférences, l'idée c'est de favoriser le dialogue, nourrir la compréhension mutuelle, encourager l'esprit d'ouverture et pour tout simplement nous rapprocher les uns des autres. Donc je tiens à remercier très sincèrement la ville de Meaux, monsieur le maire, pour sa confiance, pour son soutien, et puis ainsi que nos partenaires donc, associés donc, à cette démarche, donc la mosquée d'El Badr, le CMM, NDD Conseil, et toutes les associations amies et bénévoles qui se sont mobilisées autour de ce projet. Un remerciement tout particulier à Jamel Amri, donc le commissaire de cette exposition, pour son travail remarquable et sa rigueur historique, et bien sûr à nos invités de marque, Madame Bariza Khairi et Madame Nadjabel, pour leur présence, leur engagement et leur parcours inspirant, et des femmes de conviction, de culture, de dialogue, à l'image de l'esprit que nous voulons célébrer ce soir. Et merci enfin à chacune et chacun d'entre vous d'être ici, curieux, ouverts, désireux de comprendre et de transmettre. Ce soir, c'est vraiment un moment de mémoire, mais aussi d'avenir. Car ce souvenir, c'est déjà transmis. Et je vous souhaite une très belle table ronde riche d'échanges et d'inspiration. Merci. Merci, monsieur le président Hadj Karim. Et je m'adresse à présent justement au public pour vous dire, on ne va pas vous garder silencieux et silencieuses comme ça, vous pouvez effectivement interagir et poser vos questions. Il y a une personne, Anissa, qui va certainement circuler, récupérer vos questions et venir les dire ici. Donc vos réactions sont les bienvenues. Alors je voudrais interroger bien sûr l'artiste, le grand chercheur, Jamal Hamli, que je connais depuis un certain nombre d'années, voilà ce qui ne va pas me rajeunir d'ailleurs. Jamal Hamli, justement, vous êtes un grand fileur, un grand chercheur, vous filez. Pourquoi est-ce que justement l'histoire justement de l'islam et sa place singulière, c'était un sujet qui vous tenait à cœur? Pourquoi? Parce que vous avez remarqué qu'il y avait une mystification, il y avait une méconnaissance, il y avait une histoire tronquée, il y a trop de révisionnistes. Alors dites-nous tout, Jamal. Oui, il y a plusieurs raisons. En tout cas, la première, c'est que, et j'en parlais tout à l'heure, il y a des gens qui nous ont précédés dans cette voie-là, et je voudrais rendre hommage à Mohamed Harkoun.
notamment son ouvrage... qui a été un maître. Voilà, son ouvrage majeur aux éditions Albin Michel avec Jean Moutapa, l'islam et les musulmans du Moyen-Âge à nos jours. Et je me souviens que voilà, cet ouvrage faisait 1200 pages, je suis un passionné d'histoire, je lis, et je prends des petites anecdotes que je distille dans les différentes conférences que je donne. On est en 2006, et jusqu'en 2015, je vois en fait l'impact de la connaissance chez tout type de public. Et par contre, j'observe une chose, c'est le décalage entre la recherche universitaire française et les programmes scolaires de l'éducation nationale. Comme si ce savoir, cette culture savante n'avait pas ruisselé auprès des programmes scolaires. On avait avancé un peu sur la question coloniale, on avait avancé un petit peu sur l'islam, mais je voyais un décalage entre les deux. Et l'année 2015 a été une année, pour moi, révélatrice, qu'il fallait à un moment donné proposer quelque chose de positif, quelque chose d'inclusif. Je me souviens qu'en 2015, au moment où il y a eu les attentats, et là, dans la semaine prochaine, il va y avoir la commémoration du 13 novembre, donc les 10 ans de ces attentats qui nous ont tous meurtris. Je me souviens qu'à l'époque, tout le monde venait avec son programme de déradicalisation, comme on vient avec son programme de régime et de minceur, et en pensant que ces gens-là, il fallait les déradicaliser. Moi, je me souviens que la réflexion que je me suis fait, et l'intuition qui est la mienne, et qui fait qu'aujourd'hui je suis avec vous et que je présente cette exposition, c'est que je pense que si vous avez des jeunes Français qui, au nom d'une idéologie religieuse, qui instrumentalisent cette belle et grande religion d'amour qui est l'islam, pour se retourner contre leur propre pays, qui les a vus naître, si vous en arrivez à un tel degré de haine, c'est peut-être que sans doute, il y avait peut-être un manque d'amour. Et donc moi, j'ai décidé de prendre, fort de cette intuition, le contre-pied de tout ce qui se faisait. Et en disant que ces jeunes-là, s'ils en sont arrivés là, c'est peut-être que quand ils étaient plus jeunes, on leur a peut-être pas assez donné de marque d'amour. Et que nous devons œuvrer à faire en sorte que l'histoire de France soit la plus inclusive possible et que toutes les histoires qui sont restées à la marge, l'histoire des musulmans, l'histoire des populations noires, l'histoire des régions également françaises, que toutes ces histoires qui sont restées à la marge font partie de l'histoire de France. Et aujourd'hui, nous sommes dans un momentum où il faut leur redonner une centralité. Et cette exposition redonne une centralité à une histoire qu'on a longtemps laissée à la marge. Pourquoi la laisser à la marge? Justement, tout à l'heure, M. Copé disait que, attention, l'ignorance, il faut lutter contre l'ignorance. Vous dites justement, il n'y a pas ce ruissellement, et en fait, il y a une absence totale de la place de l'islam, vous dites une place singulière dans le roman national. Pourquoi justement ce déni, cette négation? Pourquoi? Comment vous l'expliquez, vous, en tant que chercheur, avec votre regard de chercheur? Et vous incarnez cette jeunesse qui a soif de connaissances, il faut le dire. Alors, si on reprend l'histoire de France, en 1789, il y a à peu près 250 ans, vous aviez qu'à peu près 10% de la population française qui parlait le français. Et donc, progressivement, depuis la Révolution française, et notamment la Troisième République, on a investi l'école comme un creuset. Et donc, la langue et l'école de la République. Et donc, il fallait créer une cohésion nationale autour de la langue française, autour d'une histoire française, et ce n'était pas chose évidente que de faire, d'essayer de convaincre des Corses, des Bretons, des Basques, des Alsaciens qu'ils appartenaient tous à une même nation. Mais une volonté politique. La seule chose, et malheureusement que je déplore, c'est que cette Troisième République ne s'est limitée qu'à la France métropolitaine, en oubliant que c'était un empire colonial. Et qu'aujourd'hui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec monsieur le maire, aujourd'hui, la France, terre d'accueil, mais aussi héritière de l'empire colonial français. C'est-à-dire que nous sommes tous ici. Voilà. Là, aujourd'hui, je vois aussi beaucoup de gens, et comment souvent on nous présente comme des gens issus de l'immigration. Oui, et c'est une fierté. La deuxième des choses, c'est que nous sommes français, et que la troisième des choses qui nous rassemble tous, c'est que dans nos familles, il y a eu des sujets de l'empire colonial français. Et que ça a été source de fierté, fin du 19e, début du 20e siècle. Et j'en veux pour preuve l'exemple de la Grande Mosquée de Paris, qui n'a pas été d'abord créée comme une mosquée, mais d'abord comme une ambassade de cette France qui aimait à se présenter comme une puissance musulmane.
Il est important de revenir à cette histoire, l'important de revenir à cette histoire coloniale, car aujourd'hui on en est tous les héritiers. On en est tous les héritiers. Et donc quand vous imaginez un roman national comme celui qui a été élaboré fin du 19e siècle, en oubliant l'empire colonial français, cette exposition, et nous tous dans notre diversité, nous sommes juste en train de rappeler que l'histoire de France, elle est peut-être encore plus belle que celle qu'on nous enseigne. Faut juste laisser Merci de l'applaudir pour ces belles paroles. Un tonnerre d'applaudissements pour Jamal Hamid qui incarne cette jeunesse, et vous êtes nombreuses à être venus ce soir écouter aussi bien Jamal Hamid, mais aussi les sages. Et j'ai à ma droite une grande dame, nous avons le privilège de la voir ce soir avec nous. Et il est vrai qu'elle a été vice-présidente du Sénat, mais de gauche, mais aujourd'hui, elle a fait partie des premiers qui ont rejoint Emmanuel Macron. Hein. On vous appelle les premiers soldats, c'est ça? Les soldats de la première heure. Alors, mais ce que M. Copé a oublié de rajouter... gauche d'Emmanuel Macron. Ah, bah voilà, c'est le en même temps, quoi. Voilà, c'est le en même temps de Macron. Ce que M. Copé a oublié de rajouter, c'est qu'en 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, vous a nommé présidente de la Fondation internationale de droit suisse qui s'appelle ALIF. Et ALIF, c'est une fondation qui œuvre justement pour la préservation et la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit. Et vous revenez justement d'Irak il y a quelques jours. Racontez-nous justement ce que vous avez vu et ce que vous avez fait effectivement pour réhabiliter 2 églises et une mosquée. Alors merci. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire de l'accueil dans ce magnifique équipement de la vidéo. Merci à Jamel pour l'invitation à venir débattre avec vous. Et Monsieur le maire, dans votre propos, vous avez parlé d'ignorance et nous en avions parlé un peu avant. Et donc ça m'inspire une phrase d'un grand maître soufi, qui est Ibn Arabi, et qui disait la chose suivante: les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent. Et cette exposition, c'est le fruit d'un travail, d'une exigence intellectuelle, d'une production intellectuelle que vous avez plaisir à montrer dans les villes de France qui veulent bien l'accepter. Et j'espère que vous aurez l'occasion de la présenter de nombreuses fois, parce qu'elle a 2 vertus. Elle est pédagogique et elle est civique. Elle est pédagogique dans la mesure où elle montre des choses par séquence, et elle est civique parce qu'elle fait rentrer des personnes de confession musulmane dans le narratif national. Et ça, c'est important. C'est peut-être plus important pour les non-musulmans que pour les musulmans. C'est cette espèce de savoir qui est indispensable et qui malheureusement qui est occulté, vous l'avez dit, dans les livres scolaires. Donc, Madame B, je vais répondre à la question sur la Fondation ALIF. Sur la Fondation ALIF. ALIF est une fondation qui a été créée suite au conflit de Daesh, la destruction de Daesh, des biens qui étaient des biens communs de l'humanité, en Mésopotamie, en Irak, à Palmyre. Et les États se sont entendus pour créer cette fondation qui œuvre maintenant à la réhabilitation du patrimoine dans les zones de conflit et dans les zones en crise. Je reviens de Mossoul, où j'ai inauguré 2 églises et une mosquée. Et je dois vous dire que c'était impressionnant parce que c'était une grande émotion. Dans une ville qui est dévastée, nous sommes arrivés à reconstruire des choses, notamment pour les chrétiens d'Orient. Et moi, j'ai au Sénat créé, bien sûr, l'association d'amitié avec les chrétiens d'Orient, que le président Rotaillot a pris la suite de cette initiative. Et je suis très attachée au retour des chrétiens d'Orient, parce qu'on ne peut pas être ici pour la diversité et ne pas l'être dans le monde musulman. Et donc il y a une espèce de cohérence à tenir là-dessus. Donc énormément d'émotions. Et si nous réhabilitons le patrimoine notamment le patrimoine religieux, me semble essentiel dans la mesure où, quand à un jeune Irakien, nous lui apprenons que le patrimoine nabatéen a été un peu sumérien, qu'il a été un peu juif, qu'il a été un peu chrétien, et juste à la fin du bout, un peu musulman.
et que ce jeune reste dans une partie de son cerveau, dans quelque chose qui n'est que ça. Et donc il faut qu'il reconnaisse ses appartenances multiples, de la même manière qu'il faut qu'en France on reconnaisse nos appartenances multiples. Et le fait de reconnaître ces appartenances multiples empêche ces jeunes d'être uniquement dans quelque chose qui est unique, c'est-à-dire religieux et unique, voire pour certains ceux de Daesh, qui ont été jusqu'à quelque chose de mortifère. Et qu'à partir du moment où on est dans le dépassement de sa propre culture, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'on peut accueillir l'autre. Donc c'est pour ça qu'il me semble que le travail que nous faisons en termes de patrimoine sur les établissements religieux est extrêmement important pour l'identité des gens. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur Alif. Merci d'applaudir Barak Fiali. Elle a tellement de choses et des exemples à nous donner. Déjà, au sein de l'ICI, l'Institut des cultures d'Islam, il y a un brassage extraordinaire dans cet institut. On vous invite à y aller, parce qu'il se passe des choses énormément, des expos, des conférences, bref. Et en fait, est-ce que vous avez l'impression de rencontrer, parce que vous n'avez jamais coupé les ponts avec le mouvement associatif, avec les associations, est-ce que vraiment ce sujet islam est source de friction? Ah non. Dans cet institut, il ne peut pas être source de friction. Il est source d'apaisement. Il est source d'apaisement, pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'il faut offrir aux gens du quartier, comme vous le faites ici à Meaux, de la pluralité et de l'intelligence. Et comme vous, Jamal, moi j'essaye de faire la promotion d'un islam qui est un islam spirituel, libre et responsable. Et donc, quand on porte ce type de valeurs, et quand on a le respect des autres, de l'autre, eh bien, on ne peut que faire des propositions qui luttent contre les préjugés, qui luttent contre les discriminations dont sont souvent victimes les musulmans de France. Est-ce que vous avez l'impression, justement, tout à l'heure M. Copé disait que nous sommes dans une république laïque, qu'on devrait être en principe un modèle de coexistence. Mais pourquoi est-ce qu'on oppose le musulman aux juifs, le musulman aux chrétiens? Pourquoi cette opposition? Est-ce que c'est la classe politique qui instrumentalise le religieux? Je crois que M. le maire l'a bien expliqué. Entre ceux qui stigmatisent et ceux qui instrumentalisent, nous sommes placés entre deux radicalités. Oui. Et on a des choix à faire entre deux radicalités. Donc il faut essayer que l'espace de raison qui nous est laissé entre ces deux radicalités puisse s'unir et puisse créer quelque chose de puissant pour le pays et qui est, comme vous l'avez dit, l'histoire de France est plus belle que celle qu'on nous montre. Alors, est-ce que les musulmans sont représentés, et dignement représentés, et démocratiquement représentés? C'est une question que j'aurais pu poser à M. Copé, mais il est là, il peut prendre la parole quand il veut. Et à vous, Jamal El-Hamali, on sait que le CFCM est rejeté parce qu'il n'est pas représentatif. Le FORIF, pareil. Il n'émane pas de la communauté musulmane. Est-ce qu'il faut penser à une autre institution ou alors organiser des assises pour que les musulmans soient un interlocuteur valable et représentatif de la communauté musulmane en France? Jamal Hamdi. Moi, je crois beaucoup à l'audace. Cette exposition. Vous êtes un peu vous, hein? En tout cas, cette exposition, et pour rejoindre ce qui a été dit par M. Copé et Mme Fiali, c'est voilà, ce positionnement entre deux extrêmes. Moi, cette exposition, j'ai eu des retours de la part des identitaires français qui veulent donner qui ont une approche rigide, cloisonnée d'histoire de France, et qui veulent continuer de promouvoir une France qui n'a sans doute jamais existé, qui n'a pas existé quand on fait de l'histoire. Et de la même manière, ce travail-là aussi, parce que je suis français, je suis aussi de confession musulmane, et donc il crée aussi des remous à l'intérieur de la communauté musulmane. Et chez certains courants de pensée qui considèrent que nous sommes que de passage ici. Nous sommes dans une forme d'égir et qu'il n'y aurait pas de lien, hormis des liens économiques, voire sociaux, à avoir avec la France. Et donc cette exposition, en fait, elle dépasse
ces deux extrémistes qui d'ailleurs se renvoient bien la balle. Les uns disent que nous sommes que de passage ici, nous devons partir, et les autres disent effectivement notre rapport ou ce témoignage spirituel profond, cet engagement citoyen, nous ne devons pas l'avoir. Donc c'est important de le rappeler. Et de la même manière, sur le plan de la représentativité des musulmans, c'est une vraie question. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à la fin de quelque chose. Et le sujet islam est d'abord un sujet politique. Et comme tout sujet politique, si vous avez des intellectuels dignes de ce nom, vous avez donc des propositions de réflexion. Si vous avez des politiques dignes de ce nom, il y a des propositions pertinentes qui sont faites, il y a un cap qui est proposé. Or, ce que je vois, c'est que le sujet islam, comme n'importe quel autre sujet, retraite, inflation, il y a un manque de vision politique, un manque de vision philosophique, même sur la France de demain, en 2030, en 2040, en 2050. Donc aujourd'hui, ce que je pense par rapport à la question de la représentativité, c'est que vous avez historiquement, depuis ces 50 dernières années en France, une façon de voir l'organisation du culte musulman de la part de l'État. Oui. Et vous avez une façon de concevoir l'organisation de l'islam, des musulmans, du culte musulman, par les gens de la base, par les gens de la communauté. Et on se rend compte... À travers les associations culturelles qui existent, en fait, les associations n'ont pas attendu le CFCM ou le FORIF. Complètement. Et donc on voit effectivement là aujourd'hui, au moment où le CFCM on en parle moins, au moment où le FORIF, du coup c'était une bonne idée au départ, mais malheureusement ça ne donne pas grand-chose sur le terrain. On voit effectivement qu'il y a une forme de l'échelon départemental, l'échelon local de la ville, prend toute sa pertinence, en tout cas redevient la base sur laquelle on peut construire autre chose. On a pensé organiser l'islam de France par le haut. Il le fallait à un moment donné. Mais nous n'avons pas su... Ils ont mérite d'exister, le CFCM et le FORIF. Alors le CFCM arrive après, comment il s'appelle, le travail de Pierre Jox, arrive après le travail de Jean-Pierre Chevènement, de Nicolas Sarkozy. Donc il y a tout un travail qui a été fait au moins depuis 1989 qui était intéressant, parce qu'il y a besoin d'institutionnaliser l'islam de France. Le CFCM a fait du bien en 2003. On a pu avoir des aumôniers dans les prisons, non pas encore dans les écoles, mais pourquoi pas, dans les prisons, dans les hôpitaux, et donc cette institutionnalisation, cette reconnaissance de l'État, cette reconnaissance de la République a été importante. Maintenant, aujourd'hui, ce qui a été reproché au CFCM, c'est d'être uniquement figé sur des liens avec des pays étrangers, de ne pas faire de la place. L'islam consulaire. L'islam consulaire. J'aimerais répondre à cette question, mais pas à travers les institutions. Je voudrais vous dire qu'à partir de l'exposition, vous nous avez montré qu'il y avait des compétences. Donc, et je pense que individuellement, les musulmans de France se sont construits individuellement et qu'ils ont été incapables de se construire collectivement. Donc je pense que la balle est à lancer du côté des musulmans de France, et pas forcément de l'État, etc. Nous avons été incapables de nous organiser. Alors il y a des raisons à ça. La première des raisons, c'est quand on est aux marges de la société et qu'on vit dans des ghettos, on nous reproche une forme de communautarisme. Il y a un nouveau mot qui est sorti, qui serait le séparatisme. On est séparé des autres. Mais quand on vous installe dans un ghetto, on ne peut pas reprocher aux gens d'être dans ce ghetto et d'être ensemble pour échapper à plein de choses. Et puis, quand il y en a un ou une qui sort du lot et qui a envie de s'intéresser à la politique, qui a envie de s'intéresser à la vie de la cité, et surtout sans demander l'avis, sans demander la permission, alors là, maintenant, il y a un nouveau mot qui est sorti, c'est l'entrisme. Avec des affiliations à des groupes, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est pas possible. Il faut laisser aux musulmans de France la possibilité de prendre leur part dans l'entreprise, dans les associations, dans l'espace administratif, mais aussi en politique. Et surtout, sans demander la permission. Dès qu'il y en a un qui demande la permission, c'est fini. C'est fini. Il faut que nous soyons nous-mêmes. Moi, je n'ai pas peur de dire,
je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane. Parce que ma foi ne me définit pas, elle m'accompagne. Et je suis, heureusement, bien plus que ça. Marisa, merci d'applaudir, mais j'ai envie d'enchaîner pour dire que l'exemple nous vient de New York aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Hein? Voilà un maire qui a été élu haut la main, en assumant et en disant haut et fort, je suis musulman. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, hein, les Français qui sont issus de la diversité, de la colonisation, de l'immigration, parce que c'est ça le vrai sujet, c'est l'immigration aujourd'hui, justement, qui est perçue pas comme une chance. Il y a un politique qui a dit l'immigration n'est pas une chance pour la France. Vous êtes d'accord, vous qui représentez? Eh bien, est-ce que je peux dire un mot à ça? Ah mais voyons, vous prenez la parole quand vous voulez, monsieur Copé. Voilà. Vous nous avez demandé d'être cash. Alors, on a réussi à le titiller et il va venir. Mais je voudrais faire rebondir sur ce que vous dites. C'est hyper intéressant, hein. Franchement, c'est passionnant. Je suis tellement content de tous ces échanges. Juste, je voudrais rebondir sur l'histoire du maire de New York. Oui. Parce que, moi je pense vraiment, je vous le dis, c'est le contre-exemple absolu. Pourquoi? Parce que un homme politique, une femme politique, qui se fait élire sur son identité religieuse et communautaire, aux États-Unis, pour toute une série de raisons, ça a trait à la culture américaine, ça n'est pas notre culture. La réalité, c'est qu'on ne doit jamais être élu par rapport à une identité religieuse, mais par rapport à ce que l'on est profondément, par rapport aux convictions que l'on défend. Et si je peux me permettre de rebondir, moi je pense que le meilleur antidote, c'est de valoriser les réussites. Quand je vous disais tout à l'heure, il ne faut être ni dans le camp de ceux qui stigmatisent, ni dans le camp de ceux qui victimisent. C'est parce que je pense que quand on est un citoyen français, par ailleurs de confession musulmane, mais comme on pourrait l'être de confession juive, catholique, protestante ou d'aucune confession, il ne faut pas craindre de s'assumer comme un citoyen et de se débarrasser du complexe que l'on a tous d'être le barbare de quelqu'un. En philo, on nous apprenait qu'on est toujours le barbare de quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est le sujet numéro 1. Il faut s'assumer comme un citoyen avant de s'assumer autrement. Et on fait ses réussites. Et notre rôle de responsable politique, c'est de valoriser ces réussites. Vous savez quoi? Chaque fois que je vais à France Inter, je dis il y en a marre de la victimisation dans un pays qui protège tout le monde. Et quand je vais à CNews, je dis vous n'imaginez pas, Pascal Pro, vous n'imaginez pas, monsieur Pro, les réussites formidables qu'on a dans les quartiers. Là, je sais qu'il tangente l'arrêt cardiaque à chaque coup, mais je lui dis, vous n'imaginez pas les réussites qu'on a dans les quartiers. Bien sûr, je vous dis individuellement on réussit, collectivement on est incapable de s'organiser. Et on nous demande d'être dans le déni de ce que nous sommes. On nous le demande. Un musulman acceptable, c'est quelqu'un qui ne l'est plus. Non, pas du tout. Alors écoutez, on a un désaccord. Non. Il ne s'agit pas de renier ses origines. Il s'agit simplement de ne pas le mettre comme un argument en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est ce que l'on est comme citoyen et on a ses convictions pour soi, quelles qu'elles soient, et c'est autre chose. Il faut en sortir. Voilà. Monsieur Trump met en avant ses convictions religieuses. Absolument. Mais parce que c'est les États-Unis. Voilà. Oui, mais bien sûr. Mais aux États-Unis, le Conseil des ministres, on commence par faire une prière, je vous rappelle. Bon, vous imaginez à l'Élysée qu'on va faire une prière? Il aurait tort de ne pas le faire, monsieur Copé. Puisque c'est la coutume. Très bien, mais moi ce que je dis, c'est que ça ne peut pas être exemple en France. On vous connaît justement furie de laïcité, justement, restez avec nous. Voilà, on va bientôt donner la parole au public. À un moment donné, il y a eu effectivement une diatribe entre vous et M. Sarkozy à l'époque pour opérer un toilettage de la loi sur la laïcité 1905. Est-ce que vous êtes toujours contre? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui l'adapter au contexte actuel? Non, mais en fait, le problème de la loi de 1905, tout le monde la connaît, c'est que malheureusement, en 1905, il n'y avait pas de musulmans suffisamment nombreux pour que l'on s'intéresse à l'organisation du culte musulman. Bon, donc évidemment qu'aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait petit à petit d'ailleurs, donc il n'y a pas besoin de rouvrir des grands débats, j'allais dire théologiques. En réalité, il faut surtout s'assurer que les citoyens de confession musulmane puissent exercer pleinement leur culte en France, ce qui signifie
qu'il faut qu'il puisse avoir des lieux de culte. Voilà. Et moi, je dois dire qu'ici, à Meaux, on a été très en avance, parce que mon prédécesseur, pour diverses raisons, s'opposait à ce qu'il y ait un lieu de culte musulman, ce qui d'ailleurs rétrospectivement est dingue quand on y pense. Et donc j'ai eu comme parmi mes toutes premières décisions de m'assurer qu'il y aurait une mosquée à Meaux, il y en a maintenant une deuxième, et il va de soi qu'il faut des lieux de culte, et des lieux de culte qui soient naturellement tenus par des responsables qui veillent à ce que, bien entendu, il n'y ait pas d'instrumentalisation politique de quelque nature que ce soit. Enfin, c'est aussi vrai dans une synagogue ou dans la cathédrale de Meaux, qui est la plus belle du monde. Vous méritez à être connu. Je mérite d'être connu? Oui. Vous avez raison. Faites ma pub un peu, la gauche. campagne a commencé ce soir, Allez. monsieur Dame. Alors, une Là, il faut vraiment que je vous laisse. recommandation. Non, Nadia, je Monsieur vais Copé, chercher vraiment juste s'il y avait une recommandation à faire passer ce soir, et ce sera le dernier message, Ouais. ça serait quoi pour vous? Une opération phare, une recommandation que vous pouvez transmettre à l'Élysée, au président de la République? Non, je ne parle plus au président de la République. Allez, vous ne vous parlez plus. Pourtant, il est Non, encore président de la franchement, République. depuis qu'il a dissous l'Assemblée, je ne parle plus. Non, vous me demandez de recommandation. Ce serait très présomptueux de faire une recommandation. La seule chose que je puisse vous dire, c'est quelque chose que j'ai appris. Je vais vous dire quelque chose de très personnel. C'est quelque chose que j'ai appris de mon père, voilà, de mes parents. Moi, mon père, il a été sauvé pendant la guerre, 1943, d'une rafle à Aubusson, au fin fond de la Creuse. Il y avait des nazis qui ont fait une rafle, et mes grands-parents ont empoigné leurs deux enfants, mon père qui avait 13 ans et sa petite sœur, ils sont montés dans un immeuble, et là, ils ont frappé à la porte d'une famille qui habitait là, monsieur et madame Léon Lefranc, tapissiers d'Aubusson. Et mon grand-père a dit, écoutez, est-ce que vous acceptez de nous cacher parce qu'il y a une rafle des nazis? Et de manière absolument extraordinaire, madame Léon Lefranc, il a caché ma famille dans leur petit appartement que j'ai visité, tout petit, au péril de leur vie. Quelques minutes après, les nazis sont montés dans l'immeuble, ils ont frappé à la porte, ils sont rentrés là, il y avait un officier nazi, et madame Léon Lefranc a dit, non, il n'y a personne dans l'appartement, et le miracle a eu lieu, la porte s'est refermée. Voilà. Et donc, c'était des justes. Et on a connu les collabos, mais on a connu les justes. Et moi, mon père m'a toujours dit, n'oublie jamais qu'en France, il y a eu des salauds, mais il y a eu des justes. Et passe toute ta vie à te demander comment tu peux rendre à la France ce qu'elle nous a donné. Et ça dépasse toutes les religions. Donc la meilleure recommandation qu'on puisse donner à la jeune génération, c'est de se dire, quand on a la chance d'être dans un pays à l'histoire complexe, mais qui incarne aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la liberté, la défense des libertés, la résistance face à l'oppression, on n'a qu'une idée en tête, c'est de voir comment on peut agir pour la France et pour ses valeurs éternelles. Voilà, il y avait des salauds, mais il y avait des justes. Et il faut penser aux justes, voilà. Et ça, je pense que ça nous engage tous. Voilà. Merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Ne partez pas, parce que nous allons continuer avant de donner la parole au public. Et Balzac arrive, je crois savoir que vous voulez faire aussi ou une recommandation, ou une conclusion plutôt, j'ai envie de dire, formuler un espoir. Non, mais tout à l'heure, mais peut-être formuler... Non, peut-être à la fin. À la fin? Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec vous. Donc, sans retenue, est-ce que vous avez préparé vos questions? Anissa, est-ce que vous me voyez? Anissa, rapprochez-vous. Si vous avez des questions, venez au micro. Tout de suite au micro. Et si ceux qui n'ont pas encore rédigé leurs questions, vous vous préparez en vous tend le micro, il n'y a aucun problème. Mais pour être beaucoup plus méthodique et plus efficace, efficacité oblige, Anissa va se diriger vers le micro au niveau du pupitre, allez-y, et elle va effectivement nous livrer une première batterie de questions. Allez, Anissa, le micro bonsoir est à ouvert. tous. Alors du coup, c'est vrai que j'ai quelques questions à vous poser. Donc merci d'avoir utilisé ce QR code. Alors la première question, c'est pourquoi la présence musulmane est-elle souvent perçue comme, je cite, entre guillemets, nouvelle ou étrangère, alors qu'elle fait partie de la société française depuis plusieurs générations? Est-ce que vous voulez qu'on prenne toutes les questions ou alors au fur et à mesure Je vous donne toutes les questions. Voilà, allez-y. Alors, celle-ci, je pense, c'est pour l'association Cosmopolite. Cette association a été créée dans quel but? Je demanderai à Karima, du coup, de revenir pour pouvoir répondre à cette question. La troisième question
Et comment éviter que l'histoire des musulmans en France soit réduite à des tensions politiques ou médiatiques au lieu d'être abordée comme une histoire humaine et sociale? C'est une vraie question. La suivante, comment expliquer que les musulmans de France sont représentés par un homme comme Chalgoumi, alors que des personnes intellectuelles comme vous peuvent le faire? Aujourd'hui, doit-on montrer ou démontrer notre influence au passage de l'islam? Anissa, vos questions sont très pertinentes et très intéressantes. Et pour ne pas perdre le fil de toutes les questions, je vous demande de rester avec nous et de répondre aux premières questions d'Arisa qui arrive. Alors, peut-être répondre Sur l'histoire. La question sur la politique. Pourquoi finalement y a-t-il soit une stigmatisation, soit une utilisation de la religion à des fins politiques? Eh bien, je pense que quand on met les questions identitaires sur la table, c'est qu'on n'a rien à proposer aux Français. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas l'islam en France? De quoi parlerait-on? Certainement pas du quotidien des Français. Donc je pense que les politiques n'ont pas grand-chose à proposer et que finalement, le fait de parler de l'islam, le fait de parler des musulmans, soit en bien, soit en mal, eh bien c'est des sujets de discussion qui n'en finissent pas. Et donc à partir du moment où on pose les questions identitaires sur la table, c'est qu'on n'a rien à proposer. Anissa, vous rappelez peut-être la question sur l'apport de l'histoire. Alors, comment éviter que l'histoire des musulmans en France soit réduite à des tensions politiques ou médiatiques au lieu d'être abordée comme une histoire humaine et sociale? À vous, alors, si on revient, c'est une question qui est très importante parce que malheureusement on l'aborde sur très souvent le temps très court, ces 10, 15, 30 dernières années. En vérité, le rapport à l'islam, il est déjà rentré dans une conflictualité depuis 1000 ans. Et je voudrais dire à l'auditoire qu'il est très difficile de réduire des préjugés qui ont 1000 ans en quelques années. Il faut aussi être patient, comprendre d'où ça vient. L'idée que la femme musulmane serait soumise, qu'il faudrait aller dans le monde musulman pour la libérer, on pense que c'est une question qui a 20, 30 ans, à l'époque de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre en Irak. Elle a 1000 ans, cette idée-là. Cette idée, et elle date des croisades. Cette idée également que l'homme musulman est par nature, foncièrement et ontologiquement, quelqu'un de violent, quelqu'un de radical par nature, elle a 1000 ans, cette idée-là. Ce préjugé a 1000 ans. Cette idée que l'islam est forcément une religion violente, qu'elle n'appelle pas à l'amour, qu'elle n'a pas de spiritualité, qu'elle ne permet pas l'élévation du croyant, croyant femme ou croyant homme, ça a 1000 ans également. Et donc là, il y a un travail historique à faire pour essayer de comprendre d'où viennent en fait les préjugés. Et ces préjugés-là, ils ont servi à l'époque des croisades parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas ces news. Il fallait faire en sorte qu'à Clermont-Ferrand, en 1095, au moment de l'appel à la première croisade du pape Urbain II, il fallait mobiliser l'imaginaire des gens. Et donc, en face, dans les territoires saints, dans la Grande Jérusalem, il fallait singulariser l'autre, il fallait le discréditer. Et donc c'est pour ça que dans nos cathédrales, vous avez encore, on noircit volontairement le visage des musulmans. Même quelqu'un comme Saladin, qui est d'origine kurde, on voit dans des représentations, vous pouvez le voir également dans l'exposition, on noircit le visage. Donc tout cela pour vous dire qu'on a singularisé l'autre pour un objectif géopolitique. Et ça a marché, 100 000 personnes qui sont venues. Sans compter également l'année d'après Pierre l'Ermite qui a mobilisé sur des préjugés islamophobes. Alors vous allez me dire, ça a 1000 ans. Ce qui me fait peur, c'est pas ces préjugés de cette époque-là, parce qu'ils se comprennent dans leur contexte historique. Ce qui me fait peur, c'est que ça fait 1000 ans. Et ça fait 1000 ans qu'aujourd'hui en France, on est encore dans cette idée de la femme qu'il faudrait libérer, dans cet homme musulman qu'il faudrait domestiquer, parce que par nature, il est violent. Que l'islam, c'est pas une religion d'amour et de spiritualité. C'est ça aujourd'hui qui m'inquiète le plus,
Ce qui m'inquiète également, ça c'est au niveau de la société française, ce qui m'inquiète également, c'est aussi dans les communautés musulmanes, de ne pas connaître cette histoire des préjugés islamophobes qui fait qu'aujourd'hui on veut tout de suite. Il y a un travail historique sérieux à faire. Il y a un travail de conscientisation également pour comprendre comment des préjugés d'ailleurs, les croisades, on est dans un contexte religieux, catholique. Comment se fait-il qu'ils résistent encore au moment où la France fait sa révolution, au moment où elle s'éloigne du christianisme à partir du XVIIIe, XIXe siècle? Ça veut dire que même le préjugé, il s'est sécularisé. Hier, c'était le musulman infidèle pendant les croisades, et pendant la colonisation, c'est le civilisé contre le barbare. Voilà aujourd'hui ce dont on doit, ce à quoi j'appelle également la composante musulmane de la communauté nationale française, c'est de connaître l'histoire. Et pas que l'histoire musulmane, pas que l'histoire du pays de nos parents, mais de connaître l'histoire de France. Connaître l'histoire de France, la maîtriser. Monsieur Copé ne s'y trompe pas quand il dit qu'effectivement on est un peuple féru de politique et d'histoire. Si autrefois on aimait la théologie, la nouvelle théologie aujourd'hui qui est sécularisée, c'est l'histoire. Et donc il faut être également là où on ne nous attend pas, et il y a un défi intellectuel qui est majeur, qui est celui-ci. Connaître et maîtriser l'histoire de son propre pays pour être capable d'évaluer les écarts des uns et des autres qui voudraient réduire l'histoire de France à une histoire identitaire. Voilà aujourd'hui ce qui nous attend, voilà ce à quoi l'exposition à son niveau veut essayer d'apporter de la connaissance pour essayer d'avoir cette capacité intellectuelle de déconstruire un certain nombre de préjugés. En tout cas, en tout état de cause, et je répondrai à la deuxième question sur l'apport des musulmans. Il me semble important, et Bariza en a parlé, sur la dimension spirituelle. Aujourd'hui, une France, si nous revenons uniquement sur l'histoire de France, nous pouvons comprendre également le témoignage spirituel et citoyen des citoyens français de confession musulmane. Nous sommes dans une France qui, pendant des siècles et des siècles, a été la fille aînée de l'Église. Un rapport quasiment charnel avec le christianisme catholique romain. Et voilà que, depuis la Révolution française, et encore plus depuis 1905, elle devient la fille émancipée de l'Église. Sur le plan psychique, sur le plan intellectuel, il y a toujours des séquelles. Et je pense pour ma part que la France porte encore les séquelles de ce changement d'identité. Ce changement, on ne passe pas d'une fille aînée d'église à une fille émancipée sans séquelles. Et aujourd'hui, la présence des musulmans, qui s'est intensifiée à partir de mai 68. L'immigration, faut pas, l'histoire, c'est pas uniquement de prendre des histoires par couloir. Il faut avoir une vision holistique, une vision d'ensemble. À partir de mai 68, il y a une accélération de la déchristianisation de la France. Et à partir de mai 68, il y a toute la génération de nos parents et de nos grands-parents qui viennent en France. Et à mesure que les églises se vident, les salles de prière, appelées les grandes mosquées, se construisent et se remplissent. Si nous ne sommes pas capables de voir ce que spirituellement nous pourrions apporter à la France, on sera toujours dans la réaction. On ne maîtrisera pas cet agenda intellectuel et donc forcément ça a un impact sur notre témoignage spirituel. Tout à l'heure j'ai discuté avec des responsables de mosquées qui me disaient « Enfin, on parle de l'islam et des musulmans de manière positive. » De manière positive. Et il y a une attente, et il y a une attente, et il y a une vraie attente, et je terminerai là-dessus, il y a une vraie attente. Mais pour que nous soyons capables à un moment donné de sortir de ce piège de la réponse, de la réaction à des choses identitaires, qui ne veulent pas d'avoir de nos réponses, ils n'attendent pas de réponse, ils veulent juste nous assigner à résidence identitaire. Mais de comprendre l'histoire française, c'est de comprendre également aussi pourquoi, à un moment depuis mai 68, nous portons également une idée du croire dans une société sécularisée comme celle de la France. Nous avons une mission spirituelle. Et cette mission spirituelle, nous pouvons la porter également de manière citoyenne. Et c'est peut-être aujourd'hui une des voies que je vois pour la communauté musulmane, pour qu'elle réfléchisse sur son rôle et qu'elle assume cette contribution spirituelle à cette société française que je considère un petit peu malade sur le plan spirituel, qui pourrait être guérie si enfin les musulmans décidaient de regarder l'histoire de France, si définitivement ils considéraient leur avenir ici et d'assumer une contribution spirituelle et un engagement citoyen plein et entier, sans aucun complexe. Merci à vous, Jérémy Hamé. Vous voulez rebondir, Bariza Khilali? Oui, je voudrais juste rajouter
sur une petite anecdote sur le passage de la déchristianisation de la France. Nietzsche a déclaré « Dieu est mort ». Un jeune musulman passe un jour devant le tombeau de Nietzsche et il écrit « Nietzsche est mort ». Ça en dit long. Ça en dit long, absolument. Alors, dans la question que posait tout à l'heure un des intervenants, vous pouvez citer leur nom s'ils ont donné leur nom. C'est anonyme. C'est anonyme. Oui, c'est anonyme. Bon. Alors, il y avait un aspect très important, à savoir les médias, le rôle des médias. On n'a pas évoqué ça, parce qu'il ne faut pas attendre 1000 ans. Aujourd'hui, nos vies sont régies par des algorithmes. Et à l'ère de l'IA, on ne va pas encore attendre 1000 ans pour mieux connaître son histoire, son passé. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à un formatage des esprits, et ce formatage est entretenu par une certaine classe politique. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, et en sciences politiques, les médias appartiennent à ce qu'on appelle les appareils idéologiques d'État. Que BFM ou CNews ou LCI obéissent, j'ai envie de dire, au même principe, à savoir qu'il faut aller vers ce formatage. Donc, il y a un défi intellectuel, et il y a un défi médiatique. Pourquoi un Jamal Hamri, on ne le voit pas sur les plateaux? Par exemple, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? D'où une question quand même qui... Ah ben voilà, allez posée, ça. Voilà, vous voulez enchaîner avec cette question-là? Cette question que j'ai posée, où une personne du public disait comment expliquer que les musulmans de France sont représentés par un homme comme Chalgoumi, alors que des personnes intellectuelles comme vous peuvent le faire. Oui. On ne va pas tomber dans l'injure pour pas avoir des problèmes avec M. Chalgoumi. Oui, Exact. ne parlons pas De personne. Aucune importance à ça. Oui, en revanche, on peut dire la chose suivante. Les musulmans, qu'ils soient citoyens français depuis plusieurs générations ou nouveaux arrivants, sont souvent réduits à un problème à gérer. Les musulmans sont perçus comme un problème à gérer et jamais comme une richesse à reconnaître. Tout à fait. Donc ça pose quand même un problème intellectuel au départ. Et cela empêche, et je pense que ça empêche toute sérénité dans la réflexion, et ça empêche également toute nuance dans la mémoire collective. Oui. Donc il n'y a plus... La nuance, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, extrêmement difficile. Les radicalités, c'est tellement plus simple. Je suis contre, ils sont comme ça, ils sont violents, les femmes sont soumises, et il n'y a pas la nuance. Il n'y a pas des images comme celles que nous proposons ce soir. Je ne suis pas du parti de monsieur le maire. Je ne suis pas de son parti. Mais nous pouvons débattre parce que nous sommes en démocratie et que nous pouvons débattre sereinement, même à partir de nos désaccords. Et la France, c'est ça. Le fait de nous accueillir aujourd'hui, c'est une capacité qu'il a à nous accueillir. Et le fait que nous venions soutenir Jamal dans le travail qu'il fait pour cette exposition, c'est un effort que nous faisons également, alors que sur des sujets, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est la France, et c'est ça, cette intelligence collective, cette capacité que nous pouvons avoir en France, parce que c'est un pays de liberté, et c'est un pays qui est, où le possible est toujours à créer. Donc, vraiment, je pense que cette exposition, elle doit faire le tour du monde, pas seulement de la France, le tour du monde. Voilà qui est dit, du travail. Parce que même les musulmans ne connaissent pas leur propre histoire. Oui. Le plus souvent, ils ne connaissent même pas leur propre religion, parce qu'il y a des gens qui viennent leur raconter qu'il faut prier du pied droit ou du pied gauche. Et voilà, donc ça c'est incompréhensible. Et donc, il y a le besoin qu'ont les musulmans de se reconnaître dans ce qu'ils sont, de ne jamais être dans le déni de ce qu'ils sont. Ils sont d'abord des citoyens, reconnus comme tels. Et après, ils ne peuvent pas être dans le déni parce que ça serait la France sur un fauteuil, sur une chaise longue, où il y aurait les psys qui viendraient en consultation. Ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas être dans le déni de ce que nous sommes profondément, intrinsèquement.
Mais nous reconnaissons que nous sommes aussi et d'abord des citoyens et que nous avons notre rôle à jouer. Et ce que je déplore, c'est le fait que de plus en plus de musulmans votent, mais le plus souvent, ils ne comprennent pas l'importance du devoir civique. C'est juste. Ça aurait pu être la conclusion, hein, c'est de très belles paroles. Merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements à notre Bariza Fiari, une femme d'une grande de sa sagesse. Ne vous inquiétez pas, Sir Djemel, vous avez entendu Bariza dire que votre expo itinérante doit être mondiale. Elle a franchi quelques étapes quand même, on ne l'a pas dit tout à l'heure, peut-être qu'il faut le rappeler. Elle était il n'y a pas longtemps à Issy-les-Moulineaux, vous avez fait Lille, vous avez fait Nancy, oui. Bordeaux, Montpellier. Alors les prochaines étapes, dites-nous. Perpignan aussi, elle était à Perpignan. Oui. Donc voilà, c'est aussi, ça en dit long, c'était une mairie d'extrême droite, et puis Voilà. ils ont joué le jeu, donc ça veut dire que c'est possible aussi. Comment vous procédez? Vous allez taper à la porte du maire et lui dire, écoutez, moi j'ai une expo sur l'islam, est-ce que vous acceptez que j'expose? Alors racontez-moi un petit peu les coulisses, c'est important de savoir comment ça se passe. Il y a un peu des associations comme Cosmopolite qui entendent parler de l'exposition et qui décident aussi d'en parler à leur maire, et ensuite voilà, on se réunit, il y a une réunion tripartite, et puis après voilà, dès qu'ils sont convaincus, rassurés, il y a des discussions. Résistances parfois ou pas du tout? Il peut y en avoir. Est-ce qu'il y a la censure? En fait, la vraie difficulté, il n'y a pas de censure, mais la vraie difficulté, c'est de bien rappeler que ce n'est pas une exposition théologique. Une fois qu'on a levé cela, historique, et qu'on revient, qu'on dit que c'est une exposition historique, qu'elle est sourcée, que là, du coup, il y a cette ouverture, même avec certaines personnes en mairie qui peuvent être un peu frileux sur ce sujet. Mais il faut leur rendre hommage, hein. C'est pas simple, tu parlais tout à l'heure Nadia des médias, il faut rendre hommage à tous les maires, à tous celles et ceux qui font l'effort d'ouvrir les villes à l'accueil de cette Mais est-ce que c'est pas le exposition. temps aussi, nous sommes à la veille d'échéance électorale, qui favorise ce type d'ouverture aussi, il ne faut pas être naïf. Alors, qu'on soit plus regardant en novembre 2025 qu'en mars 2024 sur une exposition comme celle-ci, ça va de soi. On va pas se mentir, on n'est pas naïf. Maintenant, sincèrement, je ne l'ai pas vu dans... Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que j'ai souvent été dans des municipalités où on a des gens convaincus. D'accord. Et il y a déjà généralement... Vous choisissez comme ça au hasard ou alors il y a un choix délibéré? Je vais chez Copé, par exemple. Non, c'est d'abord une rencontre avec Karim Hatch, avec les bénévoles de Cosmopolite. Et à partir du moment où on partage les mêmes valeurs, on y va. Parfois, il est arrivé qu'il y ait des gens qui me ressemblent, avec qui je ne partage pas. Je n'y vais pas. Vous avez des refus déjà? Non, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes de confession musulmane où il n'y a pas cette même ouverture, il n'y a pas cette même ambition. Donc moi, je préfère ne pas faire. L'idée, c'est d'avancer avec des gens et de ne pas faire du one-shot, d'être capable de faire un travail au niveau des territoires sur du long terme. Donc vous allez prendre votre bâton de pèlerin, vous allez continuer, vous allez dépasser l'hexagone, hein, parce que vous avez dit que ça méritait. Je pense que Bariza a raison, cette exposition, elle pourrait aller aussi dans le monde musulman, car l'histoire de l'islam et des musulmans en Europe, de manière générale, n'est pas connue dans le monde musulman. L'Andalousie, on connaît un petit peu, mais est-ce qu'on connaît les Andalousies portugaises? Est-ce qu'on connaît les Andalousies siciliennes? Est-ce qu'on connaît les Andalousies de l'Occitanie? Absolument pas. Donc il y aurait aussi ce travail à faire, mais il faudrait pour cela que je me clone, et il faudrait pour cela... une bonne équipe. Voilà, une bonne équipe. Très grande équipe, voilà. Merci de l'applaudir. Et justement tout à l'heure, pendant l'entracte, c'était pas tant l'entracte, tout à l'heure pendant la pause, on a un petit peu échangé. Est-ce que tu me permets, juste par rapport à Chalboumi, on ne devait pas être dans le procès des personnes. Par contre, j'ai fait une étude, moi, il y a 10 ans, et j'aimerais vous en faire part. C'est une expérience terrain avec des jeunes. Vous n'allez pas l'attaquer parce qu'il va vous traduire en justice. Non, pas du tout. Non, j'ai fait je me suis rendu compte quand j'ai fait un petit sondage sur, qui est-ce que vous aimez bien à la télé, auprès de jeunes de confession musulmane. Oui. Et beaucoup à cette époque-là m'avaient parlé plus d'un Tariq Ramadan que d'un Chalboumi. Oui, et quand j'essaye un petit peu de creuser quelles sont les idées qui vous plaisent chez l'un ou chez l'autre, il n'y a pas de réponse. Ce qui veut bien dire une chose, et là j'insiste là-dessus, on oublie qu'il y a vraiment quelque chose de positif dans le positionnement des jeunes. C'est ils avaient besoin d'un représentant qui maîtrise la langue de Molière, première chose. Donc une dignité dans la façon de présenter, indépendamment du discours.
c'est comment je représente. Oui, mais Tariq Ramadan était l'idole de ces jeunes Exactement. de banlieue. L'image qui est importante. Et donc pourquoi un Chalgoumi? Parce qu'il ne maîtrise pas la langue française. Et donc là on se rend compte. Et alors quand on va vers les idées, les jeunes ne connaissent ni les idées de l'un ni de l'autre. Mais par contre, ils jugent ce qu'ils voient à la télé. Ce qu'ils voient à la télé, c'est quelqu'un qui représente bien, qui donne une belle image, donc qui a un rapport esthétique. Et ce qui veut bien dire une chose, c'est qu'en vérité, ces jeunes-là, ils aiment vraiment la France. Ces jeunes-là que j'ai rencontrés il y a 10 ans, ils sont dans des concours d'éloquence aujourd'hui, au niveau de la langue française. Donc il y a un rapport et il y a un amour de la langue française. Il y a un amour aussi de cette représentation. Il y a un regard esthétique également sur comment se représente l'islam et donc comment un représentant ou une représentante devrait parler de l'islam. Et donc ces jeunes-là, en vérité, ils aiment profondément l'islam. À travers juste cette petite expérience avec mes élèves de confession musulmane, je me suis rendu compte, et j'ai mis du temps, parce que parfois, c'est pas toujours nous qui apportons les lumières, mais nos jeunes nous amènent également vers des choses. Ils ne l'intellectualisent pas, mais ils nous emmènent vers des choses. Qu'est-ce que l'on attend? On attend du beau. On attend du beau. Justement, sur le beau, Barizard, vous avez certainement peut-être quelque chose à dire sur l'islam. C'est ce que vient de dire Jamal. Il y a l'amour du sujet, du verbe, du complément. Ouais. Ça, c'est extrêmement important pour les jeunes. Et mais il faut dire aussi, et il y a peut-être une défaillance de l'école, c'est que quand on n'a que 300 mots pour s'exprimer, on ne peut s'exprimer que dans le combat, la violence, parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut dire. Et donc, on a une forme de violence envers soi-même, envers eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et donc là, l'importance on revient au début de notre discussion à ce qu'a dit M. le maire sur la connaissance. La connaissance, parce qu'ils ne maîtrisent, beaucoup d'entre eux ne maîtrisent ni l'arabe ni le français, et pour moi, malheureusement, ce sont des analphabètes bilingues. Et donc il faut faire très attention. Et donc le fait d'avoir, et là je peux peut-être rendre hommage à ce qui a été fait dans l'éducation ces dernières années, où on a scindé les petites classes en deux, où c'est des classes de 12 enfants dans les écoles au niveau, de manière à pouvoir maîtriser plus que 300 mots de vocabulaire. Alors, ça aurait pu être la conclusion, mais on va continuer parce que je voudrais en savoir un peu plus sur l'expo. L'expo n'est pas exhaustive, elle n'a pas abordé tous les sujets. Et tout à l'heure, justement, quelqu'un qui est du conseil municipal ici, et qui est un artiste de Constantine, c'est un juif de Constantine, qui m'a dit c'est dommage parce qu'on ne voit pas la médecine, les mathématiques et surtout l'art, la musique. C'est un furie de Malouf, vous avez compris. Est-ce que vous avez l'intention de compléter cette exposition? Quelles sont vos ambitions futures? Est-ce que c'est achevé ou c'est inachevé? Elle est très intéressante cette question-là. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'écoles de Malouf, qu'il n'y ait pas plus d'écoles de Melhoun, si on va du côté marocain. À un moment donné, quand on parle d'un Ziryab, quand on parle de l'Andalousie, comment se fait-il que nous sommes tous autant que nous ne sommes pas les héritiers de cette musique-là. On a passé des décennies à discuter si c'était licite ou illicite la musique. Alors que là, vous avez un patrimoine musical, artistique, culturel, civilisationnel, spirituel extraordinaire. Vous avez le Maoulid Nabawi, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Vous avez des répertoires extraordinaires. Qui se fait d'ailleurs chez Barizakir et à l'ICI. Exactement. Et je m'associe chaque année à ce travail remarquable que Bariza effectue chaque année à Paris. Mais comment se fait-il que nous avons que des petites associations? Voilà, pour l'école constantinoise, on a l'école d'Alger, du côté de Saint-Denis avec le Maoussili. Voilà. Mais le Maoussili, il devrait y avoir des Maoussili par région France. Ils sont à Saint-Denis, il devrait y avoir des conservatoires. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui on se gargarise, et puis j'en ai profité moi dans la présentation pour dire que oui, Ziryab a été le premier à fonder un conservatoire en Europe, et on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est. La beauté.
On revient Et à un moment donné, voilà, cette histoire-là, elle doit aussi nous interroger sur qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons. Et cette musique-là, elle me semble importante. Elle est très spirituelle, beaucoup plus. Hein. Il ne faut pas séparer l'art. À cette époque-là, on parlait surtout d'art sacré. Il y a des sagesses extraordinaires, il y a une dimension spirituelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être ce défi également des communautés musulmanes d'Afrique du Nord de se reconnecter avec ce patrimoine. C'est un vrai levier justement pour promouvoir la culture et s'ouvrir sur la culture de l'autre. Oui. Alors ça veut dire que vos idées, vous ne les avez pas épuisées encore suffisamment. Non, là, cette exposition est une introduction à Nadia. Ce n'est qu'une introduction. Il y avait besoin, quand on est sur une longue histoire de 13 siècles, forcément on va frustrer. L'idée c'était de parler d'un maximum de sujets. Mais cette exposition est une introduction à un vrai mouvement culturel que j'appelle de mes vœux. Et ce mouvement culturel, c'est pas Bariza à l'Institut des cultures d'Islam, c'est pas uniquement Jamel dans son exposition, c'est chacun d'entre nous, c'est à la maison, c'est les discussions qu'on a avec nos enfants, c'est d'aller dans les expositions, c'est de renforcer par vos encouragements le travail que nous faisons et que vous faites également, c'est de faire en sorte, puisqu'il y a aussi les mosquées qui sont aussi partenaires de cet événement, qu'on puisse également y trouver des possibilités également de vivre ces arts sacrés aussi dans les mosquées. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et petit à petit, voilà, on est capable de conscientiser un certain nombre de jeunes, de moins jeunes, et voilà, on se reconnecte avec le beau. Et je crois que dans la tradition musulmane, on dit une chose, c'est que Dieu est beau et aime le beau. Absolument. Prouvons-le. Voilà, merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, on ne va pas vous laisser, on va prendre 2 ou 3 questions, et on va vous... J'en ai bien plus, hein. Allez-y, d'affilée, vous nous donnez une batterie de questions parce que nous allons devoir libérer la salle et comprendre. Excusez-moi, est-ce que je peux en poser une en live parce que... Oui, allez-y, venez, montrez-vous. Bonjour, Radouane Korsi. Non, on ne vous voit pas comme ça, venez. Parce qu'il y a une caméra qui filme. Allez-y, aucun problème. Voilà, vous La allez... lumière à mes côtés. Voilà, allez-y. Oui, Bonjour, salam alaikum. Aussi, il ne faut pas se moquer de moi, s'il te plaît. Pardon, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai pas entendu. Je vais commencer. Korsi Radouane, donc je suis responsable de la mosquée Henri Dunant à Meaux, donc la mosquée Centre Islamique El-Badr. On a eu la chance de vous accueillir il y a des ans pour une conférence et ce que j'avais trouvé qui était remarquable, c'était que même parmi les fidèles les plus traditionnalistes, ce côté historique qui nous avait été raconté lors de cette conférence avait fait l'unanimité. Je voulais juste intervenir sur 2 choses. On a beaucoup parlé d'ignorance, c'est vrai, et je trouve que c'est un véritable problème au sein de notre communauté d'éducation qu'on peut donner. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder aussi les problématiques qui viennent de l'extérieur. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous disiez pour bâtir, pas par le haut, mais par le bas. Mais peut-être qu'il y a, et c'est là-dessous aussi qu'on aimerait bien entendre en tant que responsable, parce que des fois on a tendance à baisser les bras par rapport à ce qu'on propose, le manque peut-être de compréhension, de réaction, c'est-à-dire que comment un peu, on va dire, balayer devant notre porte, c'est-à-dire regarder les vrais problèmes, être heureux quand il y a quelqu'un de la communauté qui réussit. Et la question c'est en fait, c'est pas des questions, c'est des observations sous forme de questions. Un témoignage. Ah non, on voit bien que vous êtes journaliste. Non, la question c'est quelle solution vraiment apporter et qu'on peut proposer pour notre jeunesse, mais y compris pour notre communauté, pour un peu se réjouir ici. On va prendre l'exemple à Meaux, on a des personnes qui se sont investies dans la politique, et souvent, je vous le dis sur le terrain, qu'on entend dans nos mosquées, il faut le boycotter celui-ci, il fait de la politique, le vote c'est haram, etc. etc. On ne se réjouit pas pour nos sœurs, y compris qui réussissent. Mais comment vous expliquez justement à votre auditoire que le vote est haram? Expliquez-moi. Ah non, je suis en train de vous dire que c'est... Non, mais les autres, oui. Les autres qui peuvent dire ça. Mais oui, justement, mais sur quelle base ils disent ça? C'est ça qui est important. En fait, sur une base que moi je trouve incompréhensible. C'est écrit dans le Coran quelque part que le vote est haram? Ce n'est pas écrit, c'est juste pour se dire, dans l'histoire, et peut-être c'est là que je trouve que ce genre de conférences et d'expositions peut apporter quelque chose, c'est-à-dire de se dire, non, en fait, ça a déjà existé. L'islam, elle s'est adaptée aussi, et c'est ça l'islam, de s'adapter dans le pays dans lequel elle se trouve. Et nous, on voulait avoir ce genre de propositions qu'on peut faire, sur lequel on peut travailler sur le terrain pour lever ses freins. Ouais. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, et d'autres jours, madame, par exemple, j'ai des témoignages de personnes de notre communauté qui sont cadres, ouais. En fait, qui sont mises à mal par des gens avec qui ils travaillent,
de leur propre communauté, alors que ça serait peut-être plus simple de ne pas faciliter. Et l'autre, je voulais souligner l'importance que vous aviez dit quand même, madame, sur l'ignorance, etc. Quand même, le premier verset du Coran qui a été révélé, comme vous le savez, c'est Iqra, lis, et ça montre l'importance pour notre religion. Quand on dit lis, c'est pas juste lire le Coran, c'est vraiment s'instruire sur le monde et s'ouvrir sur le monde. Et je trouve que ce genre d'initiatives sont intéressantes, mais comment on peut les multiplier à notre niveau et pouvoir les transmettre. Merci pour ce témoignage, merci de l'applaudir. C'est la mosquée de, je n'ai pas connu le nom de la mosquée, de Meaux, Badr. Il y en a deux, donc il y a deux mosquées ici. Alors justement sur cette question, le vote haram, c'est pas la première fois que je l'entends. Je pense qu'il est intéressant ce soir de dire un mot sur ça. C'est pas marginal. Qui a dit que c'était marginal? Pourquoi c'est marginal? Allez-y. Après, les gens ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas, enfin, ils n'ont pas l'impression que ça change quelque chose de la société. Je sais pas si on peut faire. Parce qu'ils sont comme l'ensemble des Français, le taux d'abstention en France est très élevé. Oui. C'est très élevé. C'est une question sociétale, les gens sont un peu désabusés. Oui. Ce qu'ils peuvent voir, et d'autant plus avec ce qu'on a encore dans le quotidien extrême, on est vite fait désabusé parce qu'en fait, il n'y a pas de lumière dans ce qu'on entend. On entend que des choses sinistres et des choses qui sont déstabilisantes pour le commun des mortels, parce qu'à force de s'entendre dire qu'on est voleur, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Tout à l'heure, monsieur disait oui, il faudrait qu'on travaille sur la théologie. Mais je pense que justement, c'est ça qu'on reproche un peu à la communauté musulmane, c'est qu'elle a encore cette lumière de spiritualité. Et le monde des médias, et le monde peut-être de certains intellectuels, voit ça comme quelque chose qui justement, ça fait écho à leur propre vie, et donc ils n'arrivent pas à accepter que d'autres aient une lumière différente de la leur. Donc c'est compliqué d'être dans un discours toujours aussi, j'allais dire, à la fin, là, on a commencé à être dans un discours un peu négatif sur autoflagellation, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça. À un moment, il y a de la diversité aussi en face, il y a de la diversité dans les médias, vous l'avez cité, dans les politiques, vous l'avez cité, et parfois se dire que par de la musique, par machin, peut-être je parle beaucoup, mais je pensais à une chose. Bon, on a compris votre message, il est très important. J'essaye juste un petit exemple. Pourquoi dans les pays peut-être anglo-saxons, la question de l'islam n'est pas peut-être un moindre problème, et comment les enfants immigrés musulmans dans les pays anglo-saxons brisent le plafond de verre. Et pourquoi ici, nous en France, c'est compliqué? Alors, réponse tout de suite avec Bariza. Votre témoignage est très important, monsieur, on a compris votre message, il inspire même des réactions tout de suite avec Bariza, avec Jamal. Oui, c'est très juste ce que vous dites. Je partage, je souscris à ce que vous dites, mais il faut remarquer deux choses. Jamal a parlé de la déchristianisation de la France, et vous avez parlé d'une spiritualité qui émane des musulmans, et en face il y a un vide. Et donc ce vide, il y a une antagonie entre le vide qui est créé chez les uns et le trop-plein qu'il y a chez les autres. Et donc il faut à un moment donné trouver un équilibre, et je pense que dans les pays anglo-saxons c'est différent, parce que la question religieuse est une question qui n'est pas bannie. La question religieuse, les gens s'assument comme ils sont chrétiens, ils sont protestants, ils sont bouddhistes, ils s'assument. Ça n'est pas le cas ici. Ça n'est pas le cas ici. Et la question vient du vide qui est créé chez ceux qui ont été déchristianisés. Ouais. Il faut peut-être rajouter, Jamal Hamri, le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire ici en France, comparativement à d'autres pays. Jamal Hamri. Vous avez, alors, le passage, vous avez parlé effectivement de l'image, de cet effet un peu miroir, finalement, de ressentir un vide et de voir encore une communauté dans la communauté nationale qui est très attachée à sa religion. Il n'y a qu'à voir tout à l'heure dans les mosquées de Meaux, de France et de Navarre, elles sont pleines. Le dimanche, il y a moins de monde. Et on voit effectivement ce phénomène de déchristianisation. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'islamophobie, il n'y a pas que les préjugés millénaires. Il y a aussi que quand les musulmans s'installent
comme ils se sont installés à travers la migration, fin des années 60, des années 70, avec les mosquées, une communauté qui grandit, des projets de mosquées qui grandissent. On est en train de rappeler à la France qu'elle a été dans une forme de violence vis-à-vis d'elle-même, en passant de fille aînée d'église à fille émancipée. Et qu'aujourd'hui, même par rapport à l'idée qu'on a d'histoire, c'est-à-dire qu'en quittant, je vais faire très court, mais l'idée qu'en France, plus on s'éloigne de la religion, plus on est moderne, plus on revient à la religion, plus on est archaïque. Les musulmans montrent exactement le contraire. Et c'est cette image-là aujourd'hui, cet effet miroir, qui se rajoute aux préjugés islamophobes. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre également les raisons de l'islamophobie pour ne pas se tromper, ne pas rester uniquement à regarder notre nombril. Oui, il y a les préjugés pluriséculaires, j'en ai parlé. Mais par contre, ce que l'islamophobie dit, c'est quelque chose de positif. C'est que dans un monde qui ne reconnaît que le matériel, il y a des gens qui font un mois dans l'année, qui jeûnent. C'est incroyable. Quand les gens ne s'arrêtent pas et qu'on dit, voilà, les heures sup, etc., il n'y a que le travail dans la vie, il y a des gens qui, aujourd'hui, se sont arrêtés vendredi, 30 minutes, 1 heure, pour aller prier. Pendant la semaine, c'est pas le dimanche, pendant la semaine. Et tous ces éléments-là, et vous le savez très bien, tous les Français ici présents dans la salle, qui sont de confession musulmane, regardez les échanges que nous avons avec nos concitoyens pendant le Ramadan. Il y a un mélange de surprise, il y a un mélange d'admiration. Il n'y a pas que les gâteaux qu'on demande, il n'y a pas que les gâteaux qu'on demande. Il y a de l'admiration, croyez-moi, nous sommes regardés pour quelque chose de lumineux. Et vous avez raison, et je vous rejoins pleinement sur cette lumière que nous portons. Malheureusement, il faut aussi qu'il y ait d'autocritique. Nous, les musulmans, nous ne sommes même pas convaincus et nous ne sommes même pas conscients de cette lumière que nous portons. Et il serait peut-être temps maintenant de changer. Voilà ce à quoi j'appelle. C'est un appel que lance Jamal Hamri ce soir, vous avez bien compris, merci de l'applaudir. Alors, il y a des femmes dans cette salle et je pense même qu'elles sont nombreuses. Si vous voulez prendre la parole, c'est bien d'entendre la voix d'une femme, surtout quand elle est musulmane. Je peux peut-être juste... Donc peut-être que c'est important aussi. Vous voyez que dans la salle, il y a des personnes qui préfèrent poser leurs propres questions, qui n'ont pas besoin de porte-parole. Voyez. Non, ça ne veut pas dire, bon, ça, je suis un peu la journaliste qui peut aller directement vers les personnes qui voudraient poser des questions. C'est même mieux. Non, mais attendez, peut-être faire est-ce qu'il y a des circuler questions à poser? Mesdames, non? Oui? Non, sinon on continue avec Anissa. Je voudrais dire quelque chose. Ah, mais madame, venez, chère madame. Mais on ne vous entend pas de loin. Oui, je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que monsieur vient de dire. Si les non-musulmans, enfin, les gens qui ne sont pas musulmans, d'autres religions voire athées, n'arrivent pas à comprendre la richesse de l'islam. Oui. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un manque aussi de connaissances, de connaître la richesse de l'islam, mais dans tout ce qu'elle a créé à côté de la religion, c'est-à-dire les sciences, les arts, toute la richesse qu'elle a eue. Est-ce que c'est pas là aussi qu'il y a un gros manque de la part de tout le monde, autant des gens qui ne sont pas musulmans, que des musulmans eux-mêmes? Oui, on est pour votre message, Oui, madame, vous avez entièrement raison. Et ça donnera l'occasion à Jamel de compléter cette exposition par tout ce qui touche à la culture aux arts. Pourquoi? Parce que la culture touche les cœurs. Touche les cœurs. Et par la culture, la culture c'est un vecteur de beauté. Et je pense, moi, je suis persuadée que la beauté sauvera le monde. Et que si on est touché par un artiste, par exemple, je crois qu'il nous faut défendre les artistes. Et à l'Institut des cultures d'islam, nous présentons des expositions d'art contemporain. Et nous faisons la promotion de jeunes artistes qui ont quelque chose à dire, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils ont quelque chose à dire sur les cultures d'islam. Et pourquoi nous les protégeons? Parce que nous pouvons, face à un tableau, face à une sculpture, face à quelque chose qu'ils ont créé, nous pouvons avoir, ce que tu disais tout à l'heure, un choc esthétique. Ouais. Et un choc esthétique, ça vient. C'est comme ça, c'est comme un choc amoureux. C'est comme un choc amoureux. Oui, d'émotion, c'est un moment d'émotion. Un moment d'émotion intense, un moment d'émotion intense. Et ces artistes
veulent nous faire toucher du doigt la création du monde. Parce que nous ne sommes pas capables de le faire, et eux sont capables de le faire. Et donc quand nous sommes touchés par une œuvre d'art, par de la musique, par une peinture, par une sculpture, nous sommes transportés par la beauté. Et la beauté vient aussi des cultures d'islam. Et elle vient grandement des cultures d'islam. La musique a été évoquée, les arts dans leur ensemble ont apporté, les arts de l'islam ont apporté des choses extraordinaires. Je reviens d'Ouzbékistan, mais c'est absolument dingue ce que l'art islamique a apporté au monde. Je reviens d'Irak, où les arts, dans leur grande majorité, qu'ils soient mésopotamiens, qu'ils soient de toute nature, ont apporté au monde. Et l'art islamique a beaucoup apporté au monde, et c'est pour ça, Jamal, qu'il faut que tu actualises cette exposition par l'apport des musulmans, de la culture musulmane. Alors je le fais un peu plus dans le livre parce que j'ai un peu plus de place. Il y a aussi la question technique, technico-technique de la place. On aimerait mettre, et c'est vrai que par exemple j'aimerais, il y a tout un travail que j'aimerais mettre en avant, notamment de toute cette poésie andalouse qui a été chantée par des femmes en Andalousie. Et petit à petit, ça a remonté le nord de l'Espagne et ça a inspiré les troubadours que nous connaissons. Et les troubadours, ce sont les premiers poèmes où, en langue française où on valorise la femme. Donc, d'une certaine manière, pendant très longtemps, et dans le Moyen-Âge, on considérait l'islam comme une religion qui faisait trop de place à la femme, libertine, etc., etc. Et à travers cette poésie qui met la poésie du fin abord, qui a tant inspiré les troubadours, on a commencé à rédiger des poèmes, à chanter des chansons. En France, c'est l'amour courtois. L'amour courtois, au moment où on considérait malheureusement dans la littérature de cette époque-là, les femmes comme des sorcières, comme ceci, de manière très négative, de manière très misogyne. Et donc ça, cet apport-là, cet apport culturel, artistique, vous aviez rappelé tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure poétique, c'est aussi des choses qu'il faut mettre en avant. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération a besoin de revenir au passé pour trouver des modèles inspirants. On nous met des nuages partout. On nous met des nuages partout, il y a très peu d'éclaircies finalement. Et il y a très peu de gens qui regardent, ces artistes qui sont capables de regarder au-delà des nuages. Mais on a nos livres d'histoire, on a nos bibliothèques, on a des médiathèques. Et donc revenir à l'histoire pour aller chercher des modèles inspirants, féminins et masculins, me paraît quelque chose de fondamental à effectuer de nos jours. Je voudrais rajouter qu'à l'Institut des cultures d'islam, je fais 2 fêtes essentielles. Le 27e jour du Ramadan et le Maoulid de Nabil Sharif. Et c'est des concerts de musique soufie, avec justement ces poèmes sur la femme, sur le prophète. Et qu'est-ce que je vois dans une salle pleine à craquer, des musulmans bien sûr qui sont profondément touchés, mais je vois des gens non musulmans être émus, touchés, alors qu'ils ne comprennent pas le texte. La musique parle, elle parle au cœur. C'est un langage universel. Pardon ? C'est un langage universel. C'est un langage universel qui devrait être, justement, peut-être que des associations comme la vôtre devraient peut-être faire des concerts pour réunir autour de la musique. Et c'est extrêmement important, madame, ce que vous dites sur la question culturelle, la question de l'art à rajouter dans les cultures d'islam. Vous voyez, Anissa, lorsque les personnes prennent la parole, il y a une émotion qui se dégage. Vous voyez, on n'est pas des robots, on dicte des questions, ça ne va pas dire que vous êtes un robot, mais je vais vous laisser égaler vos questions, allez-y, et nous allons devoir libérer la salle parce qu'il y avait 22 heures passées. Allez-y, Anissa. Alors, en entendant Monsieur le maire, on s'aperçoit que de nombreux politiques vantent le modèle laïque français qui défend les religions. Aujourd'hui, de nombreux musulmans quittent la France pour des pays musulmans, mais pas que, vont dans les pays anglo-saxons. Le musulman pratiquant ressent profondément que la laïcité est instrumentalisée pour rendre difficile sa pratique. Le modèle laïque français dont beaucoup se vantent ne doit-il pas changer radicalement car il semble dépassé. Les musulmans deviennent visibles en France, nous ne sommes plus dans l'islam des cadres, et la France est-elle prête à voir ses enfants qui ont conservé leur religion? Merci Anissa, merci d'applaudir Anissa parce qu'il y a eu des questions très importantes.
encore une fois, avant de laisser la parole aussi bien à Jamal, mais aussi le mot de la fin avec Baris Ariale, monsieur le maire est parti se coucher, je suppose. Vous l'avez revient? Il revient? Ah d'accord, ok. C'est filmé. C'est dommage, monsieur Coupé, parce que vous aurez eu le mot de la fin, tout simplement. Voilà, vous ratez ça. Vous avez une autre question dans la salle? Allez, on va prendre une question d'une femme, d'un homme, d'un jeune. Non? Oui? Non? Vous êtes déjà fatigué? Moi, j'en ai une devant. Ah, monsieur, mais approchez, approchez, approchez. Bonsoir à tous, donc moi je viens d'Argenteuil, j'ai 44 ans. Vous faites un mot là d'Argenteuil, vous venez de... Je travaille à Meaux Excusez-moi. avec M. Coco. Alors j'ai deux questions. Donc aujourd'hui, doit-on montrer ou démontrer notre influence au passage de l'islam ou les musulmans pour légitimer notre présence sur le sol français? Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, la mosquée de Paris a-t-elle fait son travail pour protéger l'intégrité des musulmanes et des musulmans de France? Qu'est-ce qu'elle est intéressante, votre question? Qu'est-ce qu'elle est intéressante? Je demande au public d'applaudir ma question. Ah ben oui, mais oui. Merci. Je suis modératrice. Je vois que mon père, est-ce que c'est possible d'applaudir mon père? Un des exemples, vraiment, Cachou la scène, machallah, allez papa, je t'aime énormément. Quant à la première question, quelque part on y a un peu répondu dans le cours du débat sur la différence qu'il y a entre les pays anglo-saxons et la France. On ne va pas changer les fondements français. C'est à nous de nous y habituer et nous pouvons très très bien le faire. Très bien le faire. Moi je pense qu'il faut d'abord le faire sur le plan professionnel parce que quand on met des compétences sur la table, on oublie l'appartenance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, mettre des compétences sur la table pour oublier notre appartenance. À partir du moment où on a mis des compétences sur la table, vous pouvez dire « je suis de confession musulmane » et vous êtes plus respecté encore. Je pense que moi, c'est ce qui m'est arrivé, être en capacité de dire « je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane à la tribune du Sénat », parce que je ne suis pas dans le déni de ce que je suis, mais c'est après avoir prouvé ce dont j'étais capable de faire, sur le plan professionnel. Merci. Il y avait une question sur les faits, effectivement, qu'il y a aussi une partie de l'élite française musulmane qui quitte la France. Il y a une très belle enquête sociologique. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Et c'est vrai que oui, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont des compétences, ne trouvent pas la possibilité de réussir en France, et plutôt que d'attendre qu'on perce ou on veuille bien le plafond de verre ou laisser une place, il y a des gens qui, aujourd'hui, sont connectés. Il y a des générations qui sont... On est dans une génération... nous vivons une époque mondialisée, interconnectée. Très mobile cette génération. Très mobile. Ouais. Donc il y a des gens qui sont capables d'aller à Dubaï, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays. Il y en a qui reviennent au Maroc, il y en a qui reviennent en Algérie, etc. etc. Donc ça, c'est un fait. Et c'est sourcé. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus. Maintenant, sur la deuxième partie de la question qui me semble importante, c'est pourquoi au nom de la laïcité, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés européennes et occidentales ont été travaillées par une idéologie qui est encore très puissante, qui s'appelle Le choc des civilisations, de Samuel Huntington, qui a été un ouvrage qu'il a édité en 1993. Et il a pris énormément de place comme grille d'analyse et de lecture du monde depuis le 11 septembre 2001. Ce qui fait que vous avez, dans ce passage-là, à partir de 2001, des partis comme le Front National qui sont historiquement anti-laïques. Historiquement anti-laïques. Mais qui trouvent la parade pour recycler un racisme anti-immigré vers un racisme anti-musulman à travers une laïcité, une interprétation identitaire de la laïcité. Laïcard, oui. Alors il y avait les laïcards, eux, l'extrême droite, c'est plus le côté identité, donc eux contre nous, etc., barbares contre civilisés, et toute la rhétorique habituelle. Et je pense qu'on n'a pas été capable, nous, suffisamment de voir en fait ce passage-là. La société française également a été prise par cet élan, cette approche identitaire de la laïcité. Moi, je veux juste revenir sur les travaux de Jean Bobéro, qui est spécialiste de la laïcité, qui répertorie au moins 7 laïcités depuis 1905 jusqu'à aujourd'hui. Et bien peut-être que c'est aussi à nous de dire, plutôt que de dire à longueur, régulièrement, la laïcité c'est pas ça,
c'est peut-être tout simplement de dire que la laïcité, c'est ça. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, c'est d'inverser, en fait. C'est-à-dire, si vous répondez, c'est l'autre qui a l'agenda politique, et que vous ne courez qu'après lui, qu'après ces polémiques qu'il veut bien vous distiller comme des pots de banane. Maintenant, nous, c'est à nous de grandir politiquement, intellectuellement, et de dire, voilà, la République, c'est ça. Non, la laïcité, c'est ça. dit, Donc, ce qui veut dire, pour répondre à la question, je terminerai là-dessus, Nadia, c'est qu'avant, en plus du positionnement politique, en plus de voter, il y a lieu également au niveau communautaire, là je parle de la communauté musulmane, d'élever le niveau sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons capables, dans les mosquées, dans les communautés musulmanes, de dire qu'est-ce que c'est que la France et quelle France nous voulons. Qu'est-ce que c'est que les valeurs de la République et qui les menace. Qu'est-ce que c'est que la laïcité et qui veut inoculer un virus de la division au sein même d'une laïcité qui est censée, en tant que principe, nous rassembler. Voilà aujourd'hui une colonne vertébrale intellectuelle et de l'engagement citoyen. Si nous n'avons pas cette colonne vertébrale intellectuelle, on ne fera que répondre à des polémiques et dans 20 ans, on pourra se donner rendez-vous à Meaux. Moi, j'aime bien cette ville. Je peux revenir, Inch'Allah, dans 20 ans. Mais on aura les mêmes discussions. Et vraiment, ce que j'espère, c'est que nous soyons capables, 3 choses. À la fois une colonne vertébrale intellectuelle, de l'engagement citoyen, comme rappelait Bariza, et le tout porté par un élan spirituel qui peut demain transfigurer la France. Bravo. Petite question. Il n'y a-t-il pas eu aussi une spoliation via la latinisation de nos savants, de nos grands artistes, via la France et je vais te donner un exemple, hein, Avicenne. Oui. On connaît Avicenne. Oui. Mais les gens ici savent que c'est Ibn Sina, personne ne sait que c'est lui. Donc à partir de ce moment-là, on demande aux musulmans d'avoir des modèles, on les a nos modèles. C'est juste qu'aussi, il y a beaucoup de spoliation qui a été faite pour que les musulmans ne connaissent pas leur histoire. Et de là, nous on nous demande de péter le plafond de verre, mais on l'avait déjà fait à la base. Donc il faut juste savoir en fait compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de travail de spoliation, et au final, les gens ne savent pas. C'est vrai qu'avec cette exposition, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit la musique. Je suis dans l'art, je sais de quoi je parle, je suis dans l'art. La musique, nos médecins, nos savants, nos peintres, mais ça, qui en parle? J'avais 2 possibilités là. Soit de 2015 à 2025, je fais le tour des conférences et je dis que l'éducation nationale ne fait pas son travail. Et il y a une deuxième option, c'est de dire je suis conscient que l'éducation nationale ne fait pas son travail, mais je vais apporter ma pierre à l'édifice. Il y a 2 démarches dans la vie, de mon point de vue. Et ce à quoi j'appelle, c'est tout en étant conscient, comme tu viens de le rappeler, avec la même exigence, mais de dire je vais proposer quelque chose. C'est uniquement ça. Et ta position et la mienne, pour moi la tienne, elle est le point de départ, et l'action comme une action civile d'exposition ou un concert ou que sais-je encore, c'est la deuxième étape. Et elles ne sont pas antinomiques. Je voudrais à présent remercier bien sûr les intervenants, mais aussi applaudir le public, qui est un public formidable, attentif et réactif. Et merci justement pour vos questions très pertinentes. Merci pour votre attention. Le mot de la fin revient à notre sage, notre grande sage Bariza Chiari. Tout à l'heure, quelqu'un a dit justement la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il y a un problème de sentiment d'appartenance et de patriotisme. Comment nourrir cette appartenance à la nation, à la République, à la France de demain? Alors, peut-être moi ce que je rêve, comment dire, je rêve d'un islam en France que j'espère celui d'un arbre enraciné et ouvert. Enraciné parce qu'il plonge ses racines dans une histoire profondément française, faite de générations, de travail, de service et de fidélité. Ouvert parce que ses branches se tournent vers les autres, vers le dialogue, la culture, la création. J'espère un islam de France confiant et apaisé, pleinement à sa place, ni stigmatisé, ni instrumentalisé, on revient avec toujours les mêmes termes,
mais un islam qui n'a plus à se justifier, mais au contraire qu'il doit amplement contribuer. Alors je rêve aussi d'une France qui sache reconnaître dans ses citoyens musulmans non pas une différence à gérer, mais une richesse à partager. Une France qui reste fidèle à son projet, ce beau projet qui n'est pas fini, d'une France unie dans la diversité. Merci Bariza Fiali, merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements. I have a dream, disait Martin Luther King, n'est-ce pas? Merci à toi Jamel, merci à vous. Et bien sûr, nous remercions le maire Jean-François Copé de nous avoir ouvert les portes, bien sûr, de ce beau théâtre. Et à l'association, le mérite revient à l'association Cosmopolite. Je ne sais pas si Karim Laj est là. Encore un grand bravo à vous, à Jamel. Et j'espère que la future génération prendra le relais pour avoir l'occasion de découvrir d'autres facettes de cet islam qui est mystifié et qui est méconnu encore une fois. Eh bien écoutez, bonne soirée et passez un bon week-end.